Bonsoir et bienvenue. Je m'appelle Mounir, j'ai la chance ce soir de vous accueillir. Je reconnais certains d'entre vous, mais pour beaucoup, on ne se connaît pas. Et c'était ça l'intérêt de cette soirée. Ça fait plusieurs semaines dans la campagne qu'on a rencontré du monde pour parler des quartiers populaires, pour parler de l'avenir des quartiers populaires, de ce qu'on pouvait faire au sein de cette campagne présidentielle. Et au fur et à mesure de ces rencontres, on a demandé aux gens, c'est qui les gens autour de vous qui vous inspirent? C'est qui les gens qui peuvent être des rôles modèles? C'est qui les gens dont les parcours inspirent pour vous la réussite et inspirent pour les jeunes de ces quartiers un modèle à suivre? Et vos noms sont revenus à plusieurs reprises. Et comme on n'avait pas forcément le temps dans cette campagne de se dire on va réussir à tous se voir un par un, on s'est dit que ce serait une fantastique occasion de se retrouver tous, et de se rencontrer et puis aussi de vous faire vous rencontrer. Il y a une très grande diversité dans les parcours professionnels de chacun d'entre vous. Pour qu'on se connaisse un tout petit peu mieux, avant qu'Emmanuel Macron vienne, ce soir, qu'on se le redise bien, la soirée, elle est à vous. C'est-à-dire que c'est vous qui allez lui poser des questions et ce sont vos thèmes et vos questions qui seront les sujets de ce soir. Et moi, j'avais envie qu'on se connaisse tous un peu plus. Et pour certains d'entre vous, vous m'avez dit ce que vous aviez fait dans la vie, pour d'autres, non. Je voulais savoir qui dans la pièce est entrepreneur. Si vous êtes entrepreneur, est-ce que vous pouvez vous lever? Bon, moi, je reste debout, je suis entrepreneur aussi. Vous avez vu, on est quasiment, allez, on va dire 50% d'entrepreneurs. Et on a aussi Patrick. Patrick est avec nous. Et qui dans la pièce est fonctionnaire? Est-ce qu'on en a quelques-uns? Bon, on en a 2, et c'est très bien. Et on en avait invité plus. 3, pardon. 4, 5. Contractuel, ça marche, évidemment. Fonction publique. Bienvenue. Qui travaille dans une entreprise privée et qui a fait sa carrière dans une entreprise privée? Tu n'es pas seul? C'est beau. Qui est encore étudiant? Ou à nouveau étudiant, on devrait dire. 1, 2, 3, 4. Qui est lycéen? On en a 1, 2. Vous avez aussi votre place ici. Est-ce qu'on a des artistes, des artisans, des professions libérales? 1, 2, levez-vous! On est heureux d'être ensemble. Bon, vous le voyez, est-ce qu'il y a des gens qui ne se sont pas levés parce que je n'ai pas décrit ce qu'ils faisaient dans la vie? Est-ce que tu t'es levé? Est-ce qu'on a des leaders associatifs et des associatifs? Eh bien, bienvenue. Est-ce qu'il y a d'autres drivers de vie que je n'ai pas forcément évoqués? Est-ce qu'il y a des chômeurs? C'est important d'en parler, tu as raison. Non. Non, mais c'est important d'en parler. Un autre élément qui était important pour nous, c'était de savoir, et là je vous pose la question, est-ce que parmi vous, il y en a qui seraient capables là, de se lever et de dire que soit aujourd'hui ils habitent, ou ils ont grandi, ou ils ont habité dans un quartier populaire, et que ça a été important dans leur parcours de vie et dans ce qu'ils sont devenus aujourd'hui? Moi, je reste debout parce que c'est aussi mon cas. Est-ce qu'il y en a pour qui c'est le cas? Oui, levez-vous si c'est le cas. Voilà, vous avez vu, on est très nombreux ce soir. Et ce qui est très important, c'est que ça ne nous définisse pas intégralement. On s'est défini par nos professions, on s'est défini par nos occupations, on s'est défini par les origines territoriales desquelles on venait. Et je pense que ça, c'est peut-être des éléments très importants quand on est dans une campagne présidentielle pour se positionner et avancer. Avant qu'Emmanuel Macron vienne, moi j'ai envie que vous vous connaissiez encore un petit peu plus. Et donc là, je vous demande de faire un exercice un peu particulier, qui est de parler aux 2 personnes à côté de vous et qu'on se donne 5 minutes pour se présenter. Et moi, je vais me mettre avec vous et qu'on se donne 5 minutes sur ça. Salut. Est-ce que vous avez rencontré des nouvelles personnes? Je l'espère. Est-ce qu'on arrivera à arrêter de parler ou est-ce qu'on a lancé une chaîne qui ne s'arrêtera jamais? Eh bien, qu'elle continue. Dans la salle, on a aussi quelques élus, je les ai oubliés, mais c'est important qu'être élu ne soit pas une profession. Donc c'est quelque chose qu'on fait en plus dans la vie quand on a envie d'être utile. La politique, c'est quelque chose qui vous anime au cœur. Et on en a plusieurs dans la salle et il faut les remercier de s'être engagés au quotidien. Il y a des créateurs de start-up, il y a des entrepreneurs accomplis qui ont plus de 500 salariés. J'ai entendu des associations qui ont plus de 15 ans. J'ai entendu, en vous rejoignant, des élus depuis de très peu longtemps et puis des élus depuis un petit peu plus longtemps. Il y a des marcheurs, mais pas beaucoup. Ce soir, ce n'est pas un meeting.
Et ce soir, c'est un événement un peu particulier. Je crois qu'Emmanuel Macron va nous rejoindre dans quelques instants. Je vais lui laisser le floor. N'oubliez pas que cette soirée, c'est pour vous. Et en attendant qu'il nous rejoigne, je vous invite à continuer les discussions avec vos voisins. Et il viendra vous perturber dès qu'il sera prêt. À tout à l'heure. Bonjour Emmanuel. Merci Mounir. Ça va, ça dit. Bonjour à toutes et tous. Merci d'être là, mais je vous en prie, asseyez-vous. Tu vas bien Patrick? J'ai reconnu, t'es le seul qui t'est pas levé. Fidèle. Ça va? Bon, je suis ravi en tout cas. Moi, je suis pas là pour faire un long discours. Pour une fois, parce que, alors, les campagnes électorales, ceux qui me suivent le savent, celui qui est candidat passe énormément de temps à parler, à répondre aux questions, à dire des choses, à prendre des positions. Ça a un côté fatigant presque pour lui-même. Et on finit par ne plus se nourrir. Et donc, moi, ce qui m'importe, c'est ce soir surtout de vous entendre. Alors, Mounir vous l'a expliqué, on porte un projet qui est, moi je dis souvent, un projet d'émancipation. Et c'est celui que tu portes dans le département avec nos couleurs, c'est celui que vous portez tous, avec le travail que tu fais entre autres avec Patrick et plusieurs autres, que Tassadid depuis le début, vous toutes et tous portez. C'est un travail d'émancipation de chacune et chacun. Moi j'ai un ennemi, je le dis souvent, c'est l'assignation à résidence, c'est les gens qui sont bloqués dans leur situation, c'est le regard qui cantonne les gens à leur quartier, leur famille, leur situation, voilà. Et je pense qu'on pourra faire réussir notre pays si on a une France qui réussit formidablement bien, qui décolle, à qui on facilite la vie, qui tire les autres, et si en même temps, il y a une place pour tout le monde, c'est-à-dire ceux pour qui ça va moins bien, ceux pour qui c'est plus difficile, ont aussi une place et se retrouvent, et qu'ils ont leur propre parcours. Cette réconciliation à laquelle je tiens, elle passe par une dynamique collective. Alors oui, dans le projet qu'on a construit, je dis on a construit parce que depuis avril 2016, il y en a qui étaient là à Amiens, on a beaucoup travaillé pour construire ce projet. C'est vous qui l'avez porté. Il y a des mesures pour les quartiers populaires qui sont, à mes yeux, très importantes et qui vont dans ce sens, justement d'une émancipation. C'est la politique scolaire qu'on met en place pour dire, voilà, dans les zones d'éducation prioritaire, il faut moins d'élèves par classe parce que c'est plus difficile, parce qu'il y a un parcours à construire. Et donc, on ramène à 12 le nombre d'élèves par classe en CP, CE1. Il y a tout ce qu'on propose sur les emplois francs. On dit sans limite d'âge, de conditions trop complexes qui les feraient échouer. Quand on décroche un CDI, eh bien, on a, l'employeur a 15 000 € pendant 3 ans. Ça permet de décrocher justement les choses, de déclencher pour les quartiers politiques de la ville une plus grande dynamique. On facilite l'entrepreneuriat. Moi, quand j'étais ministre, on s'est battu avec quelques-uns pour faciliter cela. L'entrepreneuriat, c'est un élément de la mobilité économique et sociale qui est exemplaire dans les quartiers. Mais à la fin des fins, ces mesures, elles ne servent pas à grand-chose si elles ne sont pas portées, dynamisées par toutes celles et ceux qui vivent dans les quartiers et qui les font, si elles ne sont pas complétées d'une mobilisation sur le terrain. Et ce que je veux qu'on voit ce soir, c'est justement comment aller plus loin. Alors il y a beaucoup de choses qui ont été faites, la grande marche pour préparer le programme, la marche des quartiers, les mamans qui se sont mobilisées, tout ce qu'on a pu faire au niveau national ou au niveau territorial. Et donc moi, ce que je veux ce soir voir avec vous, c'est d'abord entendre vos expériences, parce que ce dont on a besoin pour que les quartiers bougent, c'est qu'il y ait des exemples. Moi, ça peut marcher 2 secondes, je peux faire des mesures, etc. Mais j'ai besoin de gens dans lesquels s'identifient les plus jeunes. Je pense que c'est ça qui permet de tout déclencher.
Pourquoi Zidane fait rêver plein de jeunes de quartier? Parce qu'ils disent il vient du même endroit que moi, je peux avoir sa trajectoire. Et on a besoin d'avoir des professeurs d'université, des cadres d'entreprise, des entrepreneurs qui sont autant d'exemples. Et moi, je veux qu'on fasse émerger cette génération comme ça de modèles, parce que ce sont des identifications. Et c'est ça qui crée une dynamique au carré. C'est pour beaucoup d'entre vous cette responsabilité. Donc moi, j'ai besoin que vous m'expliquiez qu'est-ce qui a été décisif, qu'est-ce qui, pour vous, a permis de déclencher quelque chose et comment on peut le multiplier. Que vous me posiez toutes les questions éventuellement utiles et surtout qu'on voit ensemble comment aller plus loin et comment ce qu'on a fait pour construire le projet, on peut le décliner pour le faire marcher. Parce que ce qui m'importe, c'est que demain, cette dynamique, on arrive à la créer en acte sur le terrain. Et ça suppose de redonner du pouvoir aux acteurs. C'est-à-dire de redonner du pouvoir à celles et ceux qui vivent dans les quartiers, qui font les quartiers, quels qu'ils soient. On l'a vu ensemble au Murau. C'était ça, je suis resté trop peu de temps, mais il y avait une énergie de fou, avec des gens qui ont envie de changer les choses. C'en est un très bel exemple. Et qui, voilà, donc, ma question, c'est comment on donne plus de pouvoir aux gens qui vont en entraîner d'autres, qui vont débloquer les choses au quotidien et créer en quelque sorte des voies d'eau. Donc moi, je veux créer des milliers de voies d'eau dans le pays où les gens vont pouvoir s'engouffrer avec une énergie qui va ainsi se décupler. Parce qu'il y a de l'énergie et énormément de talent, vous en êtes l'exemple. Voilà pour moi l'objectif de cette soirée. Moi, je ne veux pas parler plus longtemps. Je parle trop en général dans la vie. Je vais venir m'asseoir et je veux vous écouter. Alors, qu'est-ce qui parle ? Tiens. Alors, allons-y. J'en connais, sinon je vous balance. Hein. Alors, on y va. Présentez-vous. Slimane de Marseille. On va commencer par Marseille. Emmanuel, merci pour cette rencontre. On avait besoin, nous les Gaulois d'en bas, on avait besoin que vous nous entendiez pour aiguiser votre mouvement en marche et pour aider nos enfants à avoir de l'emploi. Moi, dans ma trajectoire, il y a 20 ans, il y a beaucoup de gens que j'ai reconnus ici. Nous avons été des chefs d'entreprise et nous le sommes toujours, mais à côté, en marge, on a aidé des gens à devenir de réels chefs d'entreprise et qui travaillent en Méditerranée. Aujourd'hui, ce qui nous intéresse par rapport aux expériences, ou tout au moins par rapport à moi, qui suis sorti des quartiers nord de Marseille, c'est en effet l'expérience qu'on a pu aller dans les écoles où les jeunes beurs des écoles nous disaient « c'est pas possible qu'on puisse devenir chef d'entreprise », mais quand ils avaient des exemples physiques, comme vous l'expliquiez tout à l'heure, eh bien, ils étaient tous remontés et tous étaient remis en cause. Et les professeurs d'école ont tous joué le jeu et c'est devenu un cycle qui a disparu il y a 10 ans. Ça, c'est la première des réformes, je pense, que vous pourriez installer et permettre justement à cette grande faune des quartiers, par l'économie, de pouvoir exister. La deuxième, Emmanuel, c'est qu'en Méditerranée, tout le monde lui tourne le dos. Dans 3 ans, il va y avoir le marché commun avec 1,250 milliard d'habitants de l'autre côté de la Méditerranée. Et qui mieux qu'en tant qu'ambassadeur que les enfants de la République française des quartiers. Voilà. On a invité également Nelly. Nelly, elle est où? Il faudrait que tu nous parles de 1000 femmes, 1000 emplois. Bonjour. Je me présente, je suis Nelly Cambervel, j'habite du côté de Chelles. Je suis originaire du Grand Ouest, l'Afrique du Grand Ouest, donc je suis originaire des Antilles. Mon parcours très rapidement, juste un peu pour situer, j'ai fait des études de mathématiques et aujourd'hui je suis dans les affaires, comme quoi les mathématiques ça peut conduire un peu partout. J'ai travaillé très longtemps pour des boîtes multinationales, très longtemps pour des grandes sociétés, EDF, Gaz de France, etc., pour lesquelles je faisais leur stratégie de développement et les aider à améliorer la performance de leur entreprise. Mais fort de ça, je suis revenue en me disant, mais finalement, la force d'un pays, c'est aussi la force de ses petites et moyennes entreprises. Quand on parle d'entreprise, on ne parle que des grandes,
mais les petites et moyennes entreprises, c'est vraiment aussi sa force. Et par rapport à ça, en fait, moi j'ai été tout de suite attirée par l'Afrique, et je me suis rendu compte que l'Afrique est une opportunité énorme en termes d'affaires. La seule chose, c'est qu'en Afrique, même si on parle français, on ne fait pas les affaires comme en France, comme en Europe. Donc personnellement, j'ai testé, je vais dire, entre guillemets, ce terrain pendant 10 ans. Je me suis investie personnellement, aucune aide, aucune subvention, ni rien du tout, mais je me suis accrochée. Et dans cette expérience, je me suis rendu compte aussi que les projets qui avançaient, c'était surtout avec les femmes. Parce que les femmes sont persévérantes, les femmes vont jusqu'au bout, les femmes ne sont pas dans une lutte de pouvoir, elles sont là, elles sont là parce qu'il y a des enfants à nourrir, il y a un homme aussi à soutenir, voilà. Mais il y a les enfants à nourrir et quand le porte-monnaie est vide, eh bien, il faut que la femme sorte toute sa créativité pour donner à manger à ses enfants. Et donc, du coup, je vais faire un raccourci parce que je pourrais parler trop longtemps. On est en train de lancer l'initiative 1000 femmes, 1000 emplois. 1000 femmes, 1000 emplois, ça veut dire quoi ? Quelque part, c'est à partir du programme Insolidum, qui veut dire ensemble. C'est ensemble qu'on va pouvoir faire 1000 femmes, 1000 emplois. Comment on le fait ? En fait, au niveau de l'Afrique, on a aujourd'hui négocié des contrats, par exemple, de construction. Des contrats avec des technologies européennes, donc des sociétés européennes qui amènent leurs technologies et qui permettent, par exemple, d'installer des usines d'industrialisation de la construction. Et ces usines vont permettre de construire 3000 logements par an pendant 10 ans. Ce sont les contrats qu'on a signés, nous, petites entreprises de rien du tout. Mais par rapport à ça, ce qui est important, c'est que cette usine va créer 1000 emplois. Et donc, on doit partir de rien pour créer effectivement ces 1000 emplois. Et le point est de dire, voilà, constatons en France, en Europe, aux États-Unis, etc., on a une force vive. On a toute cette diaspora africaine et même les autres qui ont fait des études extraordinaires. Ma plus grande leçon de géostratégie m'a été donnée par un agent de sécurité. Là, je me suis dit, mais on a des décalages, on a des gens qui font du nettoyage avec tout le respect que j'ai pour eux, et que ce sont des gens qui sont diplômés, soit des jeunes issus des écoles, soit des gens de 40-50 ans qui ont été plus ou moins remerciés bien, je veux dire, de leur travail, et qui, par précarité, sont obligés de prendre, je veux dire, n'importe quoi pour manger. Et donc, en interrogeant ces personnes à droite à gauche, je me suis rendu compte qu'un certain nombre de personnes avaient envie de s'installer en Afrique, avaient envie de cette maison en Afrique, avaient envie d'un emploi durable. Et on pourrait se dire, mais non, c'est une initiative qui concerne uniquement l'Afrique. Pas du tout. Parce que dans cette approche-là, d'une part, on règle des problèmes d'emploi en France, à savoir des gens qui ont un bon parcours, qui ont un bon niveau et qui vont trouver un emploi qui est à la hauteur de leurs compétences et qui vont pouvoir être force vive et entraîner les autres aussi par rapport à ça. Mais aussi, quand on développe ce type de projet, ça bénéficie aussi à l'Europe et à toutes les entreprises qui ont des technologies intéressantes à déployer. Donc ça bénéficie Insolidum ensemble, le Nord et le Sud. Ça bénéficie aux jeunes et aux moins jeunes, Insolidum ensemble. Ça bénéficie aussi à ces femmes, parce que justement, ce choix de technologie que l'on a fait pour commencer, eh bien, ce sont les femmes qui peuvent porter cette technologie. Donc, une femme qui a un travail durable, qui a un salaire, qui va pouvoir envoyer ses enfants à l'école correctement, leur donner à manger, leur donner l'éducation, c'est aussi toute cette préparation aussi et cette réinvention pour l'avenir et le présent. Voilà. Razika. Merci Tassadit. Donc, je m'appelle Razika, je travaille dans la finance. On avait eu l'occasion de se rencontrer il y a quelques mois avec François Tassadit. J'avais vraiment apprécié votre écoute, votre audace aussi dans la manière dont vous avez adressé certaines de nos questions. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir prendre l'ascenseur social, comme on aime à dire. Je viens de quartier populaire et j'ai aujourd'hui une vie qui me plaît parfaitement. Et j'apprécie beaucoup votre discours sur l'émancipation par le travail, par la réussite, et notamment par l'école. Mais aujourd'hui, je ne peux m'empêcher de penser à mon père, retraité ouvrier, à ma maman, qui a été femme de ménage et nounou, à mon frère, qui a aussi aujourd'hui un travail difficile dans les services, et de savoir quels sont pour vous les projets pour ces personnes-là,
qui risquent aujourd'hui, notamment dans les quartiers populaires, de souffrir de l'automatisation, de la révolution numérique, qui pour certaines personnes va être une aubaine inouïe, une vraie chance de s'en sortir, mais qui pour d'autres risque d'être un vrai problème. Merci. Qui ne concerne pas que les quartiers populaires, mais tout le monde. La révolution numérique, elle va ouvrir énormément d'opportunités, réduire la pénibilité dans des tas de travaux industriels. Bon. La clé, c'est qu'on forme. C'est pour ça que, d'abord, je propose de transformer notre formation professionnelle, parce qu'aujourd'hui, elle est en silo. C'est-à-dire, si vous êtes, par exemple, dans la banque, comme je prends l'industrie, je vais être cohérent. Si vous êtes dans la sidérurgie, on vous propose de vous former dans la sidérurgie. On ne vous proposera jamais d'aller vous former dans un autre secteur. Ça commence un peu, tu le fais dans justement ton centre, pour des chômeurs, à Bobigny, mais ce sont des toutes petites expériences. Moi, je propose que maintenant, on ait un pilotage beaucoup plus transversal de la formation professionnelle, qu'on évalue, qu'on crée plus de transparence, parce qu'il faudra justement former tout au long du cycle de vie. Et c'est pour ça aussi que j'ai un plan de formation. Je mets 15 milliards d'euros dans les 50 milliards d'investissement sur la formation pour les jeunes ou les moins jeunes, parce qu'on va devoir changer de vie. Et donc, soit on est reformé, soit on devra être mobile. Mais ça, c'est un investissement pour pouvoir monter en quelque sorte en compétences, pour que quand la machine arrive, qui découpait la pièce, par exemple, d'avion ou de je ne sais pas quoi, que vous faisiez à la main, vous avez été formé pour ça, vous allez être formé à programmer le logiciel et le robot qui le fait à votre place, c'est moins pénible. Le vrai défi va être dans les services, si on se dit la vérité. Parce que dans les services, la numérisation, elle va détruire des emplois. Et là, on ne pourra pas former les gens dans la même branche. Dans la banque, par exemple, tous les métiers de front office, ils vont être quand même beaucoup bousculés par le numérique. Et là, ce n'est pas comme dans l'industrie. Tout ce qui est autour de la robotisation va bouger des emplois. Donc, il va falloir requalifier des gens pour aller dans un autre secteur. Et ça, c'est ce qu'on a raté dans les années 80-90. Les gens qui ont pris la vague de la mondialisation à cette époque-là, qui travaillaient dans le textile, dans la sidérurgie ou dans les mines, moi je viens d'une région qui a été frappée par ça, ils sont tombés au chômage, on ne les a jamais reformés à faire quelque chose d'autre. Et d'ailleurs, vous le voyez, hein, c'est les régions aujourd'hui où il y a encore du chômage de longue durée, c'est les régions qui votent FN. C'est toutes les régions pauvres qui votent FN. Les gens, on les a, pareil, toujours la même chose, on les a assignés à résidence. On a dit la République est gentille avec toi, hein. Tu as le chômage longue durée, puis le RMI à l'époque, le RSA maintenant, mais la clé, c'est la formation pour moi. Et donc, c'est une politique de formation initiale, mais continue, et une pensée du changement. C'est pour ça que je dis, c'est compliqué, parce qu'en même temps, c'est pas ce qu'on a fait classiquement en France. L'objectif, c'est de protéger les individus et pas les jobs. C'est-à-dire qu'il faut accepter que ces changements technologiques vont détruire des emplois. Et que quand on est un politique, surtout en campagne, le mieux, c'est de dire « avec moi, cette entreprise ne fermera pas ». C'est de la pipe. 6 mois plus tard, elle ferme. 1 an, 2 ans, vous n'êtes plus là pour en parler. Vous avez bloqué les gens. Mais la clé, c'est de les former. C'est être sûr que les emplois qu'ils vont perdre, ils pourront en retrouver d'autres en étant formés. Voilà, c'est ça pour moi le cœur du projet. Et d'abord, un petit peu parcours c'est un petit peu différent. Je suis ici avec différentes casquettes. Je suis entrepreneur. Je suis réfugié politique iranien. Je suis président d'une association qui accompagne de réfugiés entrepreneurs. Le thème que je veux vous partager, le point de vue qu'on voit d'intégration ou inclusion, c'est le mot que je préfère. Moi-même, quand je suis arrivé en France, j'avais des obstacles que je vois, c'est un petit peu général pour tous les gens comme moi qui arrivent en France. Déjà, perdre des capitaux sociaux, tout ce qui est lié à des gens, pour connaître des gens, de langue, tout savoir-faire social. Et deuxièmement, image de réfugié. Moi, majoritairement, je cache mon identité réfugié dans mon réunion professionnelle. Donc, mes enjeux d'entrepreneurship pour changer tout ce problème, ce qu'on essaye à faire à notre association, a été testé dans plusieurs pays, comme Allemagne et de pays scandinaviens.
Ça veut dire renforcer des gens pour créer des jobs, redémarrer un projet, par investir dans formation des programmes, comment on dit en français, des mentorship, voilà, et d'investir dans la formation, qui déjà fonctionnait en allemand. Ils sont, par exemple, investir plus dans les cours de langue, mais par contre, en France, on diminuait. On divisait par 3, ça fait 10 ans, mais par contre, en allemand, ils sont multipliés. Voilà, et ça a été fonctionné, malheureusement, en France, on voit un petit peu différemment. J'ai essayé à trouver dans votre projet, malheureusement, je n'arrive pas à trouver grand-chose sur le projet, surtout d'intégration et d'immigration. Je ne sais pas pourquoi. Moi, j'ai déjà sympathie. Malheureusement, je n'ai pas de droit de vote. Si j'avais droit de vote, je voterais pour des candidats de En Marche. Mais quand même, je veux remarquer que ça, c'est un phénomène intéressant. La semaine dernière, il y a eu une conférence En Marche. Un économiste a donné un chiffre assez intéressant de moyens de diplôme d'immigrants en France. C'est un petit peu plus de moyens de français natifs. Donc, il y a un capital ici, on doit le libérer. C'est un petit peu économisé, mais par investissement un petit peu intelligent. Voilà ce sujet que je veux remarquer. Merci. Abiola ? Juste un mot, parce que c'est vrai qu'on n'a pas répondu sur tous les sujets, mais le mentorship, on en reparlait encore hier avec quelques-uns d'entre vous, c'est, je pense, un sujet très important. Après, c'est vrai que quand on fait un programme, on a tendance à dire ce que va faire l'État ou la loi, et ça, c'est typiquement pour moi quelque chose qu'on peut faciliter, mais qui est de l'action de terrain, quelque chose que les acteurs vont faire. Tu vois. Et donc, je pense que c'est très important de garder cette capacité d'initiative. Après, il faut voir comment on peut le faciliter, l'accélérer. L'agence France Entrepreneur, par exemple, elle a cette fonction pour moi. Elle a été créée durant ce quinquennat, et moi, j'étais ministre à l'époque. Moi, j'y crois beaucoup. Je pense qu'on n'est pas encore en plein développement de cette agence, mais elle doit aider à faciliter le tutorat, le mentorship ou autre. Tu voulais dire un truc ? Ok. Bonsoir Emmanuel Macron. On se connaît un tout petit peu. Depuis, j'ai quitté le Bondi Blog pour créer Argo.fr. Ok, je suis désolé. Elle me grondait parce que je me levais pas. Ok. Donc voilà, Argo.fr, c'est un magazine qui est consacré à l'économie des quartiers populaires. Et aujourd'hui, on sent bien, à travers nous, nos reportages qu'on peut faire à droite, à gauche, qu'il y a une vraie émulation dans les quartiers populaires pour l'entrepreneuriat. Mais la question aujourd'hui, c'est de savoir, il y a eu aujourd'hui des centaines d'organismes d'accompagnement qui ont prouvé leurs limites. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour créer un vrai organisme d'accompagnement qui soit efficace et que l'entrepreneuriat des quartiers populaires, l'initiative économique des quartiers populaires ne se limite pas à l'effet de mode, tout simplement. Moi, je vais te dire ce que je pense. Non, je vais me lever du coup. Non, moi, je suis convaincu qu'il ne faut pas créer d'organisme. Parce que si tu crées des organismes, tu créeras la bureaucratie qui va avec. Et donc, il y en a déjà beaucoup. Et moi, ce que j'ai constaté, mais c'est vous qui savez mieux que moi, je parle en répétant les mots que j'ai entendus de certains d'entre vous, c'est que les gens qui les tiennent, ce n'est pas des gens qui ont réussi. Et donc, le jeune qui veut réussir, il ne va pas aller... Et donc, c'est pour ça que vous êtes là. C'est vous les modèles qui allez les tirer. Donc, c'est un peu du temps qu'il faut que vous activiez, ce que beaucoup d'entre vous font, hein. Mais le jeune qui ne sait pas où aller, etc., il va regarder quoi ? Il va aller, quand il va jouer au foot avec des gens qui savent bien jouer au foot. Je ne vais pas payer un fonctionnaire pour lui apprendre à jouer au foot. Il dira, il ne sait pas jouer au foot, il joue mieux que lui. Il voit très bien quel est celui qui a réussi dans l'entreprise ou pas. Si c'est quelqu'un avec la meilleure volonté du monde, mais qui n'a pas lui-même réussi dans l'entreprise, il va dire, lui, il ne peut pas me proposer un bon plan. Et c'est ce qui se passe. Donc ça, c'est un peu la fonction. C'est d'ailleurs la responsabilité de toutes celles et ceux qui, venant des quartiers, réussissent. C'est qu'il faut maintenant tirer les autres. Mais moi, je ne veux pas créer d'organisme. Hein. Je veux voir comment, en jouant sur votre énergie, ce que vous avez fait, on peut en tirer beaucoup d'autres. Mais je ne veux surtout pas créer de structure. Mademoiselle.
Bon, on rétablit un peu la parité, on laisse une femme parler. La deuxième, pardon. Non, mais tout simplement, déjà, bienvenue dans le 93, c'est important. Prisca Thévenot. Alors, je vais vous parler, pour être original, d'éducation et d'accès au marché du travail, mais en se mettant dans les baskets d'un jeune du 93. Pourquoi j'estime que je suis légitime pour parler de ça ce soir? Parce que je suis moi-même fille d'immigrés. J'ai été élevée dans le 93. J'ai fait ma scolarité en ZEP, à Stein, plus précisément. Et avec ce profil-là, je vous laisse imaginer les quelques difficultés que j'ai pu rencontrer tout au long de ma scolarité et par la suite de mon parcours professionnel, parce que bien évidemment, en plus de ça, je suis une femme et je suis maman. Donc, voilà, je cumule beaucoup de tard. Et donc tout ça pour dire qu'il y a une phrase qui m'a marquée, moi, profondément. J'avais 14 ans à l'époque, j'étais au collège. Et puis, il arrive un moment où on nous demande Prisca, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Puis moi, naïvement, je me suis dit, je vais faire une classe préparatoire. Alors, comment j'en avais entendu parler, très honnêtement, je ne sais même plus. Parce que je crois que je devais être pas loin d'une des seules à avoir entendu parler de ça dans ma classe. Et puis, à ce moment-là, on m'a gentiment dit, écoute, Prisca, tu es une très bonne élève, il n'y a pas de doute. Mais n'oublie pas que tu viens du 93. Et n'oublie pas que les meilleures classes préparatoires, elles sont à Paris, de l'autre côté du périphérique. Et si elles sont là... Et si elles sont là, c'est qu'il y a une raison. C'est qu'elles sont destinées essentiellement aux Parisiens. Donc, en rentrant chez moi, je me suis dit, OK, soit je l'écoute et je fais la bonne élève, soit je ne l'écoute pas et pour une fois, je vais à l'encontre de ce qu'on m'a dit. Puis heureusement, bien évidemment, j'ai eu des professeurs mais exemplaires qui m'ont toujours épaulée malgré tout et conseillée. J'ai fini par faire ma classe préparatoire à Paris et mon école de commerce, à Lyon. Et après tout ça, je me suis dit, ça y est, Prisca, t'y es arrivée. J'ai intégré un cabinet de conseil, et puis après, j'ai été directrice de compte, super. Puis un jour, il s'est passé que j'ai voulu avoir des enfants. Et là, ça recommence. Alors, Prisca, en fait, tu corresponds plus trop à l'esprit de l'entreprise. Oui, j'étais une des seules femmes, maman, avec des obligations tous les soirs, quoi. Donc là, je me suis dit, est-ce que c'est un échec? Non, parce que je suis ressortie forte de ces années d'expérience. Je me lance dans l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, je suis très fière de mon parcours dans le domaine de l'entrepreneuriat. Je suis dans le domaine du numérique, etc. Et pourquoi j'avais envie de m'adresser à vous ce soir? Tout simplement parce que cette phrase qu'on m'a dite quand j'avais 14 ans, cette distance géographique, en fait. Et j'ai envie de m'appuyer sur l'école de la Cité, qui est ici à Saint-Denis, justement, et qui a pour but de promouvoir les métiers du cinéma, qui sont quand même un pôle d'excellence et culturel aussi. Et j'ai envie de savoir, est-ce qu'on ne pourrait pas aller un peu plus loin en essayant d'imaginer des incitations pour que les filières d'excellence viennent s'implanter dans nos quartiers et justement créer du vrai lien social entre ces filières d'excellence, qui en plus représentent la culture française, et les jeunes de nos quartiers. Après, non mais après, c'est bien. Après, c'est bien. Après. Déjà, des choses qui ont été faites maintenant, c'est qu'on ne peut plus exactement répondre ça à une jeune femme qui veut faire une classe prépa, parce que, normalement, maintenant, les meilleurs élèves d'un lycée, quel qu'il soit, ont un accès direct à la classe prépa. Depuis 2013, c'est le modèle texan, on appelle ça le Texas avait fait ça, ça a été regardé de près. Maintenant, je pense que c'est une très bonne idée, au-delà des symboles, parce que ça crée, encore une fois, de la mobilité. C'est vrai qu'il faut déplacer les institutions, il faut les décentrer. Et pour moi, d'ailleurs, quand on parle du projet du Grand Paris, qui est un peu à l'arrêt aujourd'hui, parce qu'on s'est perdu dans des questions institutionnelles, pour moi, c'est des questions de lieux de pouvoir, le Grand Paris. Et les lieux de pouvoir, c'est les lieux de savoir, c'est les lieux de création de richesse, c'est les lieux d'accès à la culture. Et donc, c'est typiquement ça, c'est une très bonne idée. La dame, c'est bien. La dame, c'est bien. Après, la demoiselle. Honneur dame. Ah oui. Il a un micro. Bonsoir. Alors, vous avez un côté un peu christique. En effet, on dirait pas comme ça. Mais je marche. Je marche avec vous.
un beau jour, un ami m'a tiré en me disant « Mais viens à la Mutualité, Emmanuel Macron lance un nouveau mouvement, En Marche ». Je lui dis « Mais si tu veux que… » Et j'y suis allé, et en fait, j'ai compris. J'ai compris pourquoi j'avais envie de me lancer en politique. J'ai compris qu'il y avait un homme qui avait envie de changer la France, qui avait envie de faire bouger les choses, qui se disait que tout était possible finalement, que la méritocratie existait, que l'égalité des chances existait. Alors permettez-moi de me présenter, je m'appelle Yanis Bacha, j'ai 24 ans, je suis journaliste de formation, j'ai fait Sciences Po, enfin l'école de journalisme de Sciences Po, auparavant j'ai fait des études de droit à Assas, et j'ai toujours eu ce rêve, depuis gamin, depuis minot, comme on pourrait dire, d'être journaliste. Alors au début on me disait, mais tu pourras pas, enfin, fais plutôt de la compta, non, c'est mieux, on t'amènera un taxi le matin qui t'amènera au travail, ce sera très bien comme ça. Puis on m'a ensuite parlé d'un plafond de verre, et je ne comprenais pas en fait cette histoire de plafond de verre, parce que je ne voyais rien au-dessus de moi. Alors du coup, j'ai voulu continuer à pousser justement, et en voulant à chaque fois faire mentir ceux qui m'affirmaient ça, parce que je croyais vraiment qu'en France, je croyais vraiment en l'école de la République et en ses valeurs. Et alors on m'a dit, bah, écoute, c'est pas grave, vas-y. Comme j'aime le dire, ma mère me disait souvent, ma mère qui est femme de ménage de profession, elle me disait, c'est pas grave mon fils, je serai tes jambes et tu seras ma tête. Et ensemble, on va faire en sorte que tu sois journaliste. Fort heureusement, j'ai pu réaliser ce rêve en travaillant au Canal+ pendant 4 ans. Et en août dernier, justement après la Mutualité, il m'est resté 2 semaines de contrat. Je me suis dit, pas maintenant, il faut arrêter. Il y a cette notion de give back qui est importante chez moi, de rendre aux autres ce que la France m'a donné. Et j'ai donc décidé de m'engager avec vous. Et encore cet après-midi où j'ai rencontré 4 associations, avec Catherine Laborde notamment, ben, je ne regrette pas d'avoir fait ce choix. Alors merci, et puis continuez, vraiment, continuez. Khadija. Merci Monsieur Macron de cette invitation. Khadija Moudnib, donc adjointe au maire de Mantes-la-Jolie, ville emblématique s'il en est. Ingénieure, entrepreneur, professeure de mathématiques dans les collèges, militante associative. Moi, je me suis mise en marche car votre programme formalise ce qu'on fait depuis plus de 20 ans sur les territoires. Ma question est très orientée, vous vous en doutez. Je vous félicite d'avoir réussi à fédérer autour de vous cette France qui réussit, cette France qui est diverse, cette France qui veut réussir. Et finalement, on vous a reproché d'avoir gagné beaucoup d'argent chez Rothschild, alors que finalement, dans les territoires, on a envie de vous ressembler. Donc, félicitations. Les gouvernements successifs de droite et de gauche ont toujours perçu les banlieues comme des problèmes. Donc à chaque fois que les banlieues brûlaient, on mettait beaucoup d'argent sur la table. Et la difficulté, c'est que finalement, ceux qui auraient pu faire bouger les lignes touchent rarement cet argent-là. Donc moi, ma question, c'est est-ce que quand vous serez élu président, parce qu'on y croit tous, est-ce que vous comptez cesser de mettre en place des politiques spécifiques pour aller finalement vers des politiques de droit commun? Parce qu'à partir du moment où on met en place des politiques spécifiques, c'est qu'on considère que ces populations ne sont pas comme tout le monde, sont un peu différentes, donc on va s'adapter à elles. Non, il faut cesser avec ça. Est-ce que vous êtes d'accord pour mettre en place des politiques de droit commun? Ça, c'est ma question. Alors, et je finirai juste par le fait que je trouve que le fait de mettre en place les mêmes règles pour tous et les mêmes chances pour tous nos enfants, c'est fondamental. Et je vous invite à venir à Mantes-la-Jolie, ça porte chance à tous ceux qui veulent être élus président. D'un mot pour répondre sur ce point, je pense que moi j'ai eu l'occasion de dire une fois, je suis pour les politiques de discrimination positive. Donc je pense qu'il faut qu'on se comprenne. Je ne suis pas totalement pour qu'on traite tout le monde pareil, parce que tout le monde n'a pas aujourd'hui les mêmes chances. Donc moi je suis pour qu'on arrête de stigmatiser les quartiers, et surtout de n'en parler que négativement, parce que vous êtes les visages du fait qu'il y a du positif et des réussites, mais on doit armer différemment et réparer les inégalités de départ. Et ça, c'est indispensable. Donc, je suis quand même favorable pour qu'il y ait des politiques différenciées, parce que les conditions ne sont pas les mêmes, parce qu'on n'est pas équipé pareil, pas du fait du mérite personnel,
mais parce que quand les deux parents, par exemple, ont des difficultés économiques, ils ne peuvent pas amener au même loisir, donc l'école doit prendre plus de place. Donc c'est pour ça, par exemple, que c'est en zone REP et REP+, qu'on fait les 12 élèves en CPCE1. Je ne peux pas le faire sur la France entière. Donc pour qu'on s'entende bien, je suis quand même pour qu'on différencie les choses, mais surtout, je pense qu'il faut donner, et c'est culturellement qu'on doit casser les choses. On en parlait hier, je ne vais pas te piquer ta métaphore de la Silicon Valley pour le 93, mais c'est un formidable exemple. Quand on regarde, c'est vrai, cliniquement, les caractéristiques de ce département, c'est juste fou. C'est le département qui crée le plus de start-up, c'est le département qui a les infrastructures de niveau national les plus invraisemblables, avec 2 aéroports, un stade au niveau international. Tu parlais de la Cité tout à l'heure, du cinéma et autres. Personne ne parle jamais de la Seine-Saint-Denis comme ça. Hier, c'est toi qui m'en as parlé en me disant s'il y a tous ces critères-là, c'est la Silicon Valley. Je me suis permis juste de lui dire qu'il n'y a pas la mer, contrairement à la Silicon Valley, mais en tout cas, elle est plus loin. Mais c'est vrai. Et donc, je pense que pour moi, c'est beaucoup plus culturel. Et voilà, il faut casser ces trucs-là. Par contre, je pense qu'il faut qu'on garde des éléments différenciés pour aider les uns et les autres, voilà, à basculer plus vite. Bonsoir. Je m'appelle Ibrahima Kaba. Je suis là ce soir, excusez-moi, je suis un peu ému, pour vous remercier vraiment sincèrement. Vous ne pouvez pas savoir combien de fois les gens sont contents pour avoir quelqu'un comme vous qui a la volonté de changer les choses, pour transformer le pays, mais vraiment au vrai sens du mot. Pas des calculs politiques qui sont là depuis des années, ça ne change pas, la vie des gens ne change pas. J'ai envie de vous dire, ne vous découragez pas, s'il vous plaît, continuez dans ce sens. J'ai aucun doute, surtout avec tout ce qui se passe dans les médias et autres, s'il vous plaît, vous avez un bon élan, continuez à suivre cet élan-là. Pour revenir à moi, je suis un étudiant étranger, enfin, je suis venu en 2006, je suis originaire d'un pays de l'Afrique, pour venir faire les études en France, sans revenu, sans aide, sans rien. Beaucoup se reconnaîtront dans cette salle, dans mon parcours, je crois. Mais j'ai fini avec un master en poche. Aujourd'hui, je travaille en tant que consultant informatique dans une société privée. Je reviens un peu à la question, aux propositions de la dame qui a commencé le débat. C'est par rapport à l'immigration. Aujourd'hui, beaucoup d'étudiants africains sont là, qui ont fait de très belles études, qui veulent se retourner, mais il y a les conditions pour mener des activités ou les conditions sur le terrain pour monter des sociétés, c'est très compliqué. Qu'est-ce qui fait? Sinon, l'Afrique est considérée comme l'un des continents les plus riches, avec de très bonnes conditions démographiques, mais qu'est-ce qui fait que ça ne bouge pas? Tous les diagnostics concourent sur le fait que c'est les dirigeants en place qui posent problème. C'est-à-dire que les conditions d'alternance, les conditions d'alternance sont pas là. C'est-à-dire que c'est un peu la continuité. C'est-à-dire que aujourd'hui, les gens en Europe, en France, veulent que ça change avec quelqu'un comme vous qui comprend comment le monde fonctionne maintenant, quelle est l'adéquation entre la nouvelle technologie et les vieux logiciels qui existaient, c'est-à-dire comment proposer des solutions entre ces deux choses-là pour transformer le pays. Donc, c'est ce qui bloque en Afrique. Donc, je reviens un peu à l'immigration, c'est-à-dire, sur ce point-là, je reviens à l'immigration. Qu'est-ce qui fait que les gens veulent venir en Europe? C'est-à-dire, sinon, tout le monde veut réussir ce jeu à côté de ces sciences. Qu'est-ce qui fait que les gens viennent? Parce qu'ils n'ont pas de travail. Qu'est-ce qui fait qu'ils n'ont pas de travail? Parce que les conditions de création d'emplois ne sont pas là. Donc, qu'est-ce que moi j'ai envie de proposer? Une fois que vous serez élu, j'ai aucun doute, vous serez élu, c'est de vraiment couper le pont, de mettre fin à ce qu'on appelle France-Afrique. Beaucoup dans cette salle savent de quoi je parle. C'est-à-dire que mettre un partenariat gagnant-gagnant entre la France et ces pays-là, surtout montrer la vraie phase à ces dirigeants-là pour dire que maintenant, les conditions d'alternance, les conditions politiques doivent changer
pour que au moins les jeunes qui sont en Afrique, les jeunes qui étudient, qui viennent étudier pour se retourner pour développer les continents, peuvent avoir les conditions pour s'intégrer. Sinon, je vous rassure, l'immigration va toujours continuer. Voilà, merci. Monsieur ? Bonjour. Bon. Alors, donc, Abdou Malache, entrepreneur aussi, je viens de Mantes-la-Jolie, donc très belle ville, on vous invite, hein, ça c'est sûr. Alors, ma question est la suivante, en fait, Monsieur Macron. Beaucoup de jeunes aujourd'hui attendent notamment de l'immédiateté. Moi, je vous pose la question à vous. Qu'est-ce que vous comptez faire dans ce qu'on appelle de manière moyen-long terme pour justement changer leur quotidien? Parce qu'il est important pour eux de changer leur quotidien. La banlieue a besoin, certes, c'est bien beau de faire partie de la méritocratie et de faire participer par rapport à ça, cette forme de méritocratie. Ma question est essentiellement de manière directe, en vous disant, OK, les promesses des politiques, on y croit de moins en moins. Et ils s'y attendent absolument plus, ils n'attendent plus rien des politiques. Ils s'entreprennent eux-mêmes et ils font les choses de manière directe eux-mêmes. Je me permets de vous reposer encore la question. Voilà, que comptez-vous faire de manière directe, à moyen-long terme, pour les quartiers? Bon, France-Afrique, je suis d'accord à 100% sur ce qui a été dit. C'est d'ailleurs pour ça que c'est la démarche moi, que j'ai adoptée. Et c'est pour ça que je pense que ce partenariat, il se construit beaucoup plus avec les entrepreneurs africains qu'avec les régimes en place ou les grands consortiums existants. Et j'y reviendrai, j'en parlerai d'ailleurs samedi à Marseille de ce sujet-là. Par rapport à votre sujet, moi, je ne fais pas de grandes promesses. Je l'ai dit tout à l'heure. Mais qu'est-ce qui va changer dans le quotidien? Ce qu'on fait sur l'école, c'est du quotidien. Quand il y aura 12 élèves par classe en CP-CE1, et ça, on est en train de s'organiser, on peut le faire dès la rentrée 2017, septembre 2017, ça change la vie, hein, ça change la réalité. Les études dirigées, la classe ouverte jusqu'à 18h ou 20h selon les villes, et donc une vraie possibilité d'avoir un quotidien pour les enfants et les parents bien meilleur et qui répondent aux préoccupations. La deuxième chose, les emplois francs, ils seront mis en place dès la fin de l'année 2017, donc c'est pour tous les jeunes quartiers politiques de la ville, c'est 15 000 € pendant 3 ans pour pouvoir justement accéder à un job. Et après, moi ce que je veux faire, ça c'est des mesures très concrètes. Il y a toute la politique ensuite que je conduis en termes de développement de l'emploi, de la création d'activités dans tout le pays qui va pour moi irriguer les quartiers. Mais c'est un déblocage culturel que je veux créer. Ce qu'on est en train de faire, ce n'est pas des mesures juste en place ou de l'immédiateté. C'est qu'il faut derrière qu'il y ait un truc qui se débloque, que le plafond de verre dont tu parlais très justement n'existe plus, c'est-à-dire que les discours où on assigne les gens à résidence, on les bloque, on en finisse, que pour beaucoup, ce qu'ils ont dans la tête comme étant « ceci, moi, j'y ai pas droit » ou « c'est pas fait pour moi » tombe, et que des entreprises qui sont dans tous les quartiers de la République et dans les beaux quartiers ne se disent pas quand elles reçoivent un CV d'un jeune qui vient des quartiers « je ne le prends pas ». Et là-dessus, moi, je vais intensifier la politique de testing, continuer à pénaliser les comportements qui sont discriminants. Ça, c'est l'aspect négatif. Mais derrière, c'est de débloquer les choses. Et le déblocage, on le fait par ces quelques mesures et par des modèles, par des gens qui prennent une voie différente, par le fait que les médias vont montrer des exemples de réussite dans ces quartiers. Ça changera très concrètement les choses. Donc c'est à la fois des quelques mesures de court terme, une politique d'ensemble dont les quartiers bénéficieront, et derrière l'activation de talents et un changement culturel et mental qui est fondamental. Célia, merci. Bonsoir, Monsieur Macron. Honorée de pouvoir enfin vous rencontrer. Je suis en marche avec vous depuis la mutualité, avec ma maman que vous avez rencontrée au Salon du Livre, Linda. Merci beaucoup pour votre engagement, vraiment. Ce n'était pas ma question. Je m'appelle Célia Becada, j'ai 20 ans, j'habite à Tremblay en France et je suis étudiante en PACES à l'Université Paris Diderot. Je souhaiterais vous interpeller sur une problématique à laquelle est confronté de nombreux jeunes du 93, celle de la discrimination. D'abord la discrimination par le nom, à laquelle vous avez fait référence dans votre programme, mais notamment, et on n'en parle pas beaucoup, la discrimination à l'adresse. Que ce soit quand on recherche du travail ou serait-ce juste pour les jeunes qui aspirent à intégrer des établissements prestigieux. Moi-même, j'ai été confrontée à cette situation lorsque j'ai voulu intégrer le lycée Louis-le-Grand, pour le nommer, et malgré un dossier, je ne vous cache pas, en béton, ça n'a pas été si simple, et en tout cas, on me l'a fait savoir.
Évidemment, les médias, j'ai dû faire beaucoup de preuves, et les médias, ils sont pour quelque chose. Ils sont en première ligne au moindre fait divers pour parler de trafic, de stupéfiants ou encore d'actes de violence. Mais ils sont totalement absents pour pouvoir parler de nos nombreuses prouesses, de nos réussites aussi bien individuelles que collectives, nos projets scientifiques, la culture, les innovations et les grands start-upers de demain. Sachez qu'il existe un véritable potentiel de jeunes qui veulent percer, qui veulent réussir, qui veulent créer leurs propres entreprises et qui veulent même intégrer les hautes fonctions de l'État et qui œuvrent pour cela. Et habiter dans le 93 ne devrait même plus être un frein pour ces jeunes qui ont de l'ambition. Ma question est donc la suivante. Comment comptez-vous procéder en tant que futur président rassembleur pour qu'existe enfin une véritable égalité des chances pour tous? Merci beaucoup. David. Voilà. David, oui, vas-y. Bonsoir Monsieur Macron, bonsoir à tout le monde. Alors moi, j'ai eu le malheur quand j'étudiais aux États-Unis de créer une entreprise en France à distance et avec mes fonds propres. Et du coup, au bout de 8 mois, l'entreprise n'a pas marché. Donc maintenant, quand j'essaie de recréer une entreprise en France, ils sont frileux les banquiers. Ah, désolé, mais les banquiers me disent « Ah, vous avez liquidé votre boîte, c'est trop récent ». Mais c'était pas leur fonds de 1, c'était avec mes économies personnelles. Et de 2, je trouve ça dommage qu'ils disent que je suis trop jeune pour essayer de recréer une boîte après avoir raté la première. Est-ce que vous, sous votre présidence, vous mettrez des dispositifs où vous pousserez les jeunes à créer des entreprises et à les aider? Première question, j'en ai un peu parlé avant. Pour aller au bout du modèle, il y a en effet, quand je parle de testing, c'est sur le prénom, sur l'adresse, etc. aussi. Ça, c'est par le testing qu'on fait sur les sélections de CV, on arrive à voir justement les CV qui sont écartés quand ils viennent des quartiers ou quand il y a tel ou tel prénom. Donc ça, c'est pour pénaliser. Mais après, c'est toute la révolution dont on parle depuis tout à l'heure qui est la meilleure réponse à la question que vous avez évoquée. C'est-à-dire faire réussir pour pouvoir un peu changer ce que les gens ont dans la tête. Il faut le positif et le négatif. Il faut pénaliser, être beaucoup plus dur sur les politiques, enfin les pratiques, pardon, qui aujourd'hui cantonnent les jeunes selon l'adresse, selon le prénom, le nom ou autre. Et il faut en même temps beaucoup plus valoriser et médiatiser les réussites. Et c'est aussi pour ça que vous êtes là ce soir. Hein. Moi, il y en a beaucoup qui le savent. Tu le fais directement, vous êtes plusieurs à le faire, mais vous avez une responsabilité au carré. Vos ennuis ne sont pas terminés. Moi, c'était un peu ça le message que j'ai pour vous ce soir. C'est-à-dire, même quand vous avez réussi, ça continue. Parce que vous avez des responsabilités que les gens des beaux quartiers n'ont pas et n'auront jamais. Et c'est vrai, c'est comme ça. Mais c'est comme ça qu'on changera aussi les choses. Et je pense que ça fait la beauté de tout ça. Moi, je vais vous dire, les banques, on peut changer tout ça. Il y a des mesures techniques pour que les banques accompagnent plus de risques. J'en ai parlé. Alors après, on dit que je suis l'ami des banques, c'est terrible. Mais les régulations financières qu'on a mises en place ont contraint les choses. C'est affreusement technique, je ne vais pas revenir là-dessus, mais parce que je pense que pour la création d'entreprises, surtout dans les nouvelles technologies, le bon partenaire, ce n'est pas une banque. D'ailleurs, vous l'avez dit vous-même, vous avez pris vos économies au début. Ce dont vous avez besoin, c'est de fonds propres. Et donc, ce qu'il faut pour commencer une entreprise, ce n'est pas aller voir une banque. Et ça n'a d'ailleurs quasiment jamais été le cas, sauf pour des types d'entreprises où vous avez déjà un chiffre d'affaires et vous faites rentrer l'argent. Si vous avez besoin d'un financement pour partir, c'est du fonds propre. Et donc là, c'est de développer des écosystèmes de fonds propres dans les quartiers et pour les quartiers. Tu le fais déjà très bien, il y en a qui le font et qui ont commencé à le développer, qui ont amené la banque publique d'investissement dans les quartiers, qui ont ouvert. C'est ça la solution. Donc la banque publique d'investissement, elle existe, il faut l'emmener davantage dans les quartiers pour irriguer tout cela. Mais derrière, c'est toute la génération des nouveaux entrepreneurs qui vont être les business angels des quartiers. Ce n'est pas du tout les banques. Donc ça ne sert à rien, je ne vais pas vous raconter des cracks, je ne vais pas vous dire on va avec moi, les banques paieront pour les startups des quartiers, elles ne payent pas plus pour les PME des beaux quartiers. Par contre, il faut des fonds propres et donc qu'on développe. Alors par contre, culturellement pour le pays, moi je l'ai souvent dit, on a un paradoxe français, on n'aime pas l'échec et on n'aime pas la réussite. Ce qui est ennuyeux, parce que ça fait qu'on peut réussir, mais moyennement. Donc il faut dédramatiser l'échec. Vous avez dit que vous avez fait une faillite, vous avez tout à fait raison. Vous avez plus d'expérience que si vous n'avez rien fait. On a supprimé
l'indicateur 0,40 qui existait à la Banque de France, qui fait que pendant des années, on ne pouvait quasiment pas rouvrir un compte quand on avait eu une faillite. Ça, maintenant, ça n'existe plus. Donc, il faut continuer à dédramatiser l'échec dans notre pays, parce qu'il apprend, et ce sera un élément aussi de cette transformation. Merci. On va accueillir un jeune qui n'est pas En Marche. Et oui, il y en a. Un jeune qui n'est pas En Marche. Oui, vas-y, après. On va leur parler après. Vas-y. Oumria. Bon, merci. Je vais essayer de passer sans faire de dégâts. Attention, il y a de l'eau. Lève ton pied. Voilà. Parfait. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonjour Monsieur Macron. Bonjour ceux que je connais dans la salle un peu, que j'ai pu rencontrer dans des réunions, notamment pour les mamans En Marche. Moi, aujourd'hui, je ne suis pas venue pour parler de moi. J'ai un parcours, comme beaucoup d'entre vous, je suis chef d'entreprise. Je suis issue, de ma famille, du monde du commerce, c'est pour ça que je vous regarde. Mes parents étaient commerçants, ils avaient une petite boucherie dans un quartier. J'ai grandi dans un quartier populaire. On nous a toujours poussés à entreprendre, on nous a toujours poussés à aller plus loin dans les études, dans l'adversité, ne jamais s'arrêter, se battre sans cesse. C'était les valeurs que nos parents nous ont données, à moi et à d'autres ici aujourd'hui. Et je pense que c'est aussi un hommage aussi que je voulais rendre aussi à nos parents, et c'est pour ça qu'on est tous là aujourd'hui. Ça, c'était une première chose. Moi, les difficultés que je rencontre et que je rencontre dans nos quartiers populaires, parce que j'y ai grandi, j'habite encore, et c'est chevillé à mon corps aujourd'hui. C'est une valeur que je porte. Le quartier populaire, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement un ensemble de gens qui viennent de partout, qui ont une histoire commune, une envie de réussite. On a tous envie de réussir et on a envie de faire réussir nos petits frères, nos petites sœurs, et ainsi de suite. Et les difficultés que l'on a rencontrées, moi, mon mari, d'autres personnes, c'était effectivement la question de la discrimination, ça a été soulevé. Et je voulais savoir, c'était ma première question, si le name and shame que vous avez justement proposé pour la lutte contre les discriminations liées au sexe, mais également liées au handicap, si ça allait être appliqué également pour les discriminations dites géographiques et également les discriminations liées à la diversité, mais également une diversité sociale. Elle n'est pas que ethnique, elle n'est pas issue que du nom. On cumule des freins, nous, lorsqu'on est issu des quartiers populaires. Alors quand on est une femme, on en cumule encore un peu plus. Donc, c'était la première question, le name and shame. La seconde question, c'est le constat qu'on avait fait lors de la Maman En Marche, c'est l'orientation professionnelle de nos enfants. On a un gros souci d'orientation aujourd'hui. C'est on dévalorise les filières professionnelles, je le disais, c'est des pourvoyeurs d'emplois énormes. L'artisanat et le commerce, c'est le premier employeur de France. Et on a tendance, et moi je répète toujours, lorsque je suis dans les quartiers populaires, on ne dévalorise pas le plombier, l'électricien, même la femme de ménage, parce que demain, votre formation professionnelle aujourd'hui, qui n'est pas considérée, parce qu'en France on aime l'élitisme, c'est demain vous êtes salarié d'une petite entreprise, après-demain vous allez peut-être la racheter, on va peut-être vous la céder, et vous deviendrez chef d'entreprise, et vous allez la faire grandir et embaucher vous aussi des gens. Et ça, je pense qu'il faut le rappeler, il ne faut plus rester dans la culture de l'élitisme. Il y a d'autres types de cultures. Il y a l'élitisme. J'ai fait des grandes études. Je suis chef d'entreprise aujourd'hui. Je suis consultante en stratégie et organisation des entreprises et des administrations publiques. Mais j'ai également un mari qui est commerçant, qui est également issu des grandes études, lui aussi, qui a été victime de la discrimination. C'est-à-dire que lui, on lui a arrêté son parcours professionnel. Les stages, par exemple, c'est une grosse question, les stages. Pour toujours nos jeunes, dans le cadre de l'orientation professionnelle, ces stages, aujourd'hui, lorsqu'on a ce stage d'orientation de 3e, ou même le stage lorsqu'on est universitaire, on les fait où ? On les fait dans les quartiers populaires. Parce que les stages des grandes entreprises, mais également de la fonction publique, ne sont pas ouverts pour ces gens. On a du mal à les trouver, parce que c'est des cooptations, et on n'a pas le réseau à la base. Et aujourd'hui, tous ici, parce que c'est plus un message pour vous et puis un peu pour vous également, c'est que c'est nous le réseau. Et qu'on doit travailler dans ces quartiers populaires et ne pas oublier d'où est-ce qu'on vient. On doit leur tendre la main. On doit leur expliquer les choses. Effectivement, c'est difficile. Mais notre adversité, l'adversité par laquelle on est passé, c'est notre force. On est plus fort que d'autres.
Et ça, c'est important de le répéter parce que c'est un message d'espérance. C'est plus que de l'espoir, c'est de l'espérance pour ces jeunes des quartiers populaires. Et ça, c'est important. Et troisième question, c'est concernant l'emploi public, et j'arrêterai là. Je suis désolée. Je viens de Lille, au passage. Je suis nordiste, donc on parle beaucoup aussi, un peu comme dans le sud, avec les mains. Concernant l'emploi public, je ne sais plus, c'était cette jeune femme qui disait « on veut accéder aux grandes écoles, et notamment dans l'emploi public ». Et il y a un dispositif qui est mis en place à Lille, et je vous invite à venir le voir si vous le souhaitez, quand vous voulez, dans un quartier populaire, où on aide ces jeunes de quartier avec un inspecteur des finances publiques qui est issu des quartiers populaires, et on a mis en place un projet qui est la préparation solidaire, la prépa solidaire. C'est des jeunes de quartier, comme nous, qui aident d'autres jeunes de quartier à découvrir ce que c'est que les institutions, à découvrir les emplois publics et à découvrir qu'il y a l'entreprise, il y a l'entrepreneuriat, mais il y a également la fonction publique, qui est aussi pourvoit à 1/5 des emplois aujourd'hui en France. Et c'est leur permettre de connaître justement ces institutions, parce que c'est ce qui crée aussi de la défiance, c'est la méconnaissance des institutions. Et on participe justement, dans le cadre de cette prépa solidaire, à lutter contre cette défiance, mais en même temps, à leur offrir l'espoir en la République française, c'est qu'il y a également des emplois dans cette fonction publique, et que la fonction publique, elle doit ressembler à la population qu'elle a vocation à servir. Voilà, merci. Oumbria, merci beaucoup. On va prendre le témoignage d'un jeune qui n'est pas chez En Marche, et il y en a, je disais ça tout à l'heure, donc merci d'être là. Je te laisse poser ta question. Bonjour. Après, Khalid. En fait, je vais d'abord témoigner de mon expérience, et puis après, j'aurai une question pour vous, Monsieur Macron. En fait, voilà, moi, je m'appelle Loïc, j'ai 19 ans, je viens d'une cité du 92. Voilà, moi, j'ai toujours eu la chance d'avoir des parents qui m'ont poussé à aller jusqu'au bout de mes études. Sinon, enfin, je pense que ça n'aurait jamais été le cas pour moi. En tout cas, je ne suis pas fan d'études. Je suis parti en bac pro microtechnologie. Suite à une seconde en général qui ne me plaisait pas d'ailleurs. Moi j'ai toujours voulu travailler, être sur le terrain, apprendre sur le terrain, c'est toujours ce qui m'a plu. Puis aussi je pense qu'on m'a aussi dirigé là-dedans parce que depuis tout petit, quand j'étais au collège, je me souviens notamment, j'avais des profs qui nous riaient au nez et qui nous disaient qu'on n'y arriverait pas à faire de grandes études justement parce qu'on venait d'une cité et d'un quartier. Alors que voilà, moi j'habite à 20 minutes de Neuilly si vous voulez tout savoir. Voilà, et je trouve ça dommage. Donc du coup, voilà, j'ai été, je pense, à force d'entendre ça, de nous répéter ça, puis mon père est lui-même ouvrier, ma mère elle est secrétaire, donc du coup, voilà, on n'a pas forcément d'exemples qui nous viennent en tête et qui nous poussent à aller plus loin. Donc on cherche la solution la plus rapide. Pour moi, la solution la plus rapide, c'était d'aller dans mon bac. Donc j'ai fait un bac et j'en suis extrêmement déçu parce que quand je suis arrivé au Pôle emploi pour chercher du taf, voilà, j'ai un bac pro microtechnologique, je coupe l'acier au millimètre près, l'acier, l'aluminium, le laiton, enfin tout type de métal. Donc voilà, et on m'a dit, voilà, quand je suis arrivé au Pôle emploi, on m'a dit que voilà, j'avais le niveau bac bricolage. C'est-à-dire que je leur ai dit que j'avais un bac pro microtechnologique, ils ont tapé dans leur machine, là, ils n'ont jamais retrouvé. Donc du coup, je me suis dit, mais je me suis, pardonnez-moi de l'expression, mais cassé la tête à faire 2 ans d'études dans un lycée professionnel pour décrocher un bac professionnel pour derrière avoir aucune reconnaissance de ce diplôme. Donc voilà, et je me suis retrouvé du coup du jour au lendemain un peu les mains dans les poches, ne sachant pas trop où aller et ne trouvant pas de travail. Et puis surtout parce que voilà, j'avais des parents, il faut savoir aussi que j'ai des parents qui sont très très sévères, donc voilà, moi c'était 2 mois sans activité ou sinon c'était les bagages qui étaient faits. Donc voilà, et j'ai trouvé une activité. Cette activité ça a été le service civique. Je me suis engagé pendant 6 mois auprès d'établissements scolaires, notamment, enfin, je me suis engagé dans une association qui s'appelle l'Unicité, et je suis allé dans les établissements scolaires. On avait pour mission de faire parler les jeunes sur des sujets d'actualité en utilisant des films. On s'était déjà rencontrés. Du coup, donc voilà, on utilisait les films pour parler de sujets d'actualité. Donc on avait des films comme Bill Elliott, Tombouctou, ou encore Une bouteille à la mer, La cour de Babel. Je ne sais pas si d'autres, enfin peut-être que ça arrivera, peut-être que certains connaissent. Merci. Et voilà, pour moi, ça a été une grande découverte. En fait, voilà, faut savoir que
À part le CDI, avant, je visais pas grand-chose. Mon but, c'était de travailler, gagner mes sous et voilà, trouver mon indépendance, prendre mon appartement et puis voilà, faire comme les parents, trimer toute sa vie, arriver jusqu'à la retraite et point. Et en fait, le service civique, lui, m'a offert une autre vision. Il m'a dit que on avait tous une place dans cette société. Il m'a dit qu'on était tous acteurs de cette société et encore plus, on était tous acteurs de sa propre vie. Et le service civique, avec l'aide donc de mon tuteur, on a fait des exercices sur les compétences, à savoir quelles compétences j'avais, quelles compétences sur lesquelles je devais travailler, etc. Voir les points positifs vraiment que j'avais. Et on s'est rendu compte qu'il y avait deux choses sur lesquelles j'étais extrêmement attaché, et que je le suis toujours d'ailleurs, c'est l'autonomie et la liberté. Et mon tuteur, il m'a dit, mais je te comprends pas, tu kiffes l'autonomie, tu kiffes la liberté, excusez-moi des expressions et des mots que j'utilise, je suis désolé, hein, j'ai l'habitude de parler un peu en mode jeune. Non, je ne suis pas là pour dire ça, non, mais c'est juste pour dire, voilà. Donc du coup, il me dit, tu kiffes l'autonomie, tu kiffes la liberté, et pourtant, ton rêve dans la vie, c'est d'avoir un CDI, de travailler pour quelqu'un. Il m'a dit, mais aujourd'hui, tu as une passion, donc moi j'ai une passion, c'est la mécanique vélo. Il m'a dit, tu as une passion, tu as de la chance de savoir ce que tu as envie de faire, dans quelle filière tu as envie de travailler, ce qui n'est pas le cas de la plupart des jeunes des quartiers. Parce que moi, je peux témoigner, hein, je viens d'un quartier, et comme je le disais, on nous voue souvent à l'échec lors de notre parcours scolaire. Et il y a aussi ce parallèle aussi dans les quartiers. Il y a tout un... on parle d'économie parallèle, notamment d'économie du business. Je vais parler de vendre du shit, d'aller voler des scooters, de voler des vélos, de faire des arnaques bancaires aussi, parce que ça aussi j'ai vu. Enfin, il y a plein de trucs, vraiment. Vous seriez étonnés comment on se débrouille dans les quartiers pour faire de l'argent. Et donc, du coup, on nous voit à l'échec et en même temps, il y a cette filière, entre guillemets, qui n'est pas une filière, en fait, qui est complètement illégale, mais parallèle, qui se tend à nous. C'est-à-dire que moi, dès 12 ans, j'avais la possibilité d'investir dans un 12 grammes. Donc un 12 grammes de shit, imaginez-vous, c'est à peu près comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Et de le revendre, de me faire du bénéfice, déjà à 12 ans, et de continuer. Donc moi, je ne l'ai jamais fait, personnellement. Après, voilà, moi, je sais que... On est pressé? Alors, je pose la question, ça arrive tout de suite. Excusez-moi. Donc juste pour vous dire, voilà, que on n'est pas dans les quartiers, on nous apprend pas, et je trouve qu'on nous montre pas assez qu'on fait partie de la France, qu'on fait partie de cette société, et qu'on a tous la possibilité d'entreprendre. Moi aujourd'hui j'ai un rêve, c'est d'entreprendre. Je veux créer mon propre réparation de vélo, mon propre camion de réparation de vélo itinérant. C'est mon rêve. Voilà, ça va avec la liberté et l'autonomie. Et ce rêve, je l'ai développé avec le service civique. Et c'est 6 mois que j'ai fait. Et moi, la question que je me pose, je me dis, si moi, en tant que jeune de quartier, ça m'a aidé à voir au-delà de ce que je voyais avant, de me dépasser, de voir où étaient mes limites et de me dire, bah voilà, ça c'est des croyances que j'ai dans la tête. Et ces croyances-là, elles sont fausses en fait. Et donc il faut que je les dépasse pour pouvoir voir plus loin. Je me dis, si moi, ça m'a permis de le faire, je me dis que ça peut aider plein d'autres jeunes aussi, que ce soit d'autres jeunes de quartier ou pas, hein, d'ailleurs. Et je me dis, voilà, moi, ma question aujourd'hui, c'est qu'est-ce que vous comptez vraiment faire pour le service civique? C'est ça vraiment ma question. J'aimerais avoir une réponse sincère. Voilà. Merci beaucoup. Merci à toi. Je vais donner la parole à Khaled, c'est ça? Voilà. Et ensuite, Yacine. Bonsoir Emmanuel Macron, bonsoir à vous toutes et à vous tous. Alors, Khalid, je dirige un cabinet qui s'occupe de questions sociétales et je suis membre de la section Affaires européennes et internationales du Conseil économique, social et environnemental. Alors, mais surtout, je suis un Chibani dans la catégorie de... Puisque mon fils et ma fille ont l'âge de beaucoup d'entre vous, 30 ans, respectivement 30 ans et 24 ans. Donc, le Chibani que je suis est heureux pour 3 raisons. Ici, il y a du dynamisme. Ici, il y a de l'espoir. Et ici, il y a de la vitalité et dans la sincérité. Et c'est très rare, parce qu'on est dans le déclinisme. Je voudrais vraiment dire que la France est un pays formidable, dans lequel il y a des atouts considérables. Par contre, depuis, allez, je vais nommer personne, mais depuis 35 ans, grosso modo, on s'est évertué avec un élève, je prends la métaphore de l'élève, vous avez un enseignant qui a 28 élèves, non 27, parce qu'il y en a un qui est mauvais garnement, il est parti.
il a 27 élèves dans la classe, et puis il y a un élève qui s'appelle la France. Il pourrait avoir 18 dans toutes les matières. Et il s'organise pour avoir 10,5. Ce n'est pas sérieux. Donc je crois qu'aujourd'hui, on a besoin d'hommes et de femmes politiques sérieux, c'est-à-dire, je n'ose pas dire vous, je ne vous connais pas assez pour l'affirmer, mais quand vous serez aux affaires et que nous, on aura les résultats, je suis sûr que ce sera le cas. 3 points. Le premier, j'ai été membre du Haut Conseil de l'intégration, tu le sais, accompagné Bernard Stasi pour la création de l'ALDE, etc. Mais peu importe. Ce qui compte aujourd'hui, c'est que nous avons une question cruciale. On a créé 2 catégories de Français. Le nous et le eux. Nous l'avons fait dans le rapport pour Hérault, qui nous a valu, moi, presque la reconduite à la frontière. Où nous disions des choses simples. Toute personne née en France arrive à l'âge adulte, je l'ai vécu avec mes enfants, est culturellement partie prenante de la culture commune, donc elle est française. Je l'ai démontré avec quelques élus du Sud, et ces élus du Sud, je ne ferai pas de dessin, étaient au départ très fermés à cette évidence. Première évidence, on a des atouts dans ce pays. Deuxième évidence, nos enfants sont tous culturellement français, partie prenante de la culture commune. En revanche, nous avons une réforme majeure de 3 mois à la crèche, j'exagère, à l'entrée en 6e, pour qu'ils sachent la langue française. Comment se fait-il qu'un enfant qui vient de Dakar ou de Casablanca ayant été à l'école française, c'est mon cas pour Casablanca, connaisse son imparfait du subjonctif en CME2, son passé simple en CME1. Eh bien, il faut que l'école donne le même type d'enseignement que celui des pères maristes de l'école alsacienne à nos enfants des banlieues. La maîtrise de la langue est déterminante. La maîtrise de la langue française, bien entendu, de l'histoire, de la géographie. Imposer le Tour de France pour 2 enfants pour que tous nos collégiens et nos gamins des banlieues découvrent Joigny ou Dunkerque. Mais un Tour de France obligatoire pour connaître la géographie de ce pays et son histoire. Ça, c'est pour l'enseignement une réforme majeure, juste sur le primaire. Et le deuxième élément, la lutte contre les discriminations sérieuses, avec une vraie politique pénale, permettra sans doute, peut-être, ou la verser au civil, comme je l'avais suggéré à Blandine Kriegel à l'époque et à Chirac, la mettre au civil comme dans tous les pays qui nous entourent et de la dépénaliser, et ne pas dépénaliser le produit d'exportation de mon pays d'origine. La dépénaliser pour que l'on puisse mettre des infractions avec des amendes sévères et lourdes qui sont dissuasives aux États-Unis, au Canada et au Royaume-Uni. Le troisième élément, j'arrête, je ne veux pas du tout abuser de la parole, le troisième élément qui me semble important, c'est que pour reconstruire la confiance entre nous, il faut que partout, on affirme que tous les Français, que les enfants nés en France sont culturellement français, qu'on arrête de leur dire issus d'eux, y compris de la fameuse diversité. On est issu par l'ascendance d'un être humain, de l'immigration, et non pas d'une chose qui serait la diversité. Je crois que ces éléments sont importants pour que notre pays retrouve la confiance. Or, ce qui est nécessaire aujourd'hui, c'est la confiance. 2-3 villes par semaine en 33 ans. Ce matin, j'étais à Orléans et j'ai commencé ma semaine à Lyon. Je serai à Ajaccio la semaine prochaine. Il n'y a pas en France de clivage racial. Nous ne sommes pas aux États-Unis. Il y a des fractures sociales. Et ces fractures sociales se doublent d'une non-maîtrise des cultures et chacun se barricade dans une culture locale. Il faut recréer de la République, donc du commun, ce que nous avions fait dans ce petit rapport. Et moi, par loyauté, honnêteté, transparence, mon cabinet s'appelle Éthique et Diversité, j'ai terminé, madame, j'avais loyalement accompagné Alain Juppé. J'avais été patron du RPR dans un département rural naguère. Je l'ai accompagné loyalement. Quand les carottes ont été cuites, je me suis retiré. Par contre, j'avais adhéré à votre mouvement bien avant et je l'en avais informé. Est-ce content que vous seriez président à l'âge requis en France? Mais les événements vous servent et vous savez vous en servir et vous allez gagner. Merci Khaled. Alors, je vais demander à Fadila d'intervenir. Si possible, on va demander à toutes les personnes qui vont intervenir par la suite de poser une question assez rapidement, parce que je sais que beaucoup de monde veut intervenir, donc il va falloir qu'on soit discipliné. Merci Fadila, et ensuite Yacine. Alors, ce n'est pas vraiment une question, c'est plus une observation. D'abord, vous remercier de cette initiative, bien sûr. Il y a beaucoup de visages amis qui militent depuis fort longtemps, parfois certains depuis 20 ans. Heureuse d'être à Saint-Denis, un quartier hautement symbolique. Heureuse aussi d'être à l'usine. Vous savez que l'usine, dans l'imaginaire collectif de beaucoup de personnes ici, de leurs parents, de leurs grands-parents, ça voulait dire quelque chose. À une époque, d'ailleurs, où beaucoup de leurs parents ne parlaient pas français, mais ils avaient un contrat en poche.
ce qui est maintenant malheureusement le contraire. Beaucoup sont diplômés et certains sont dans le chômage. Alors moi, je suis une marcheuse avec vous depuis peu, puisque je vous ai rejoint avec François Bayrou au moment où il vous a proposé l'alliance que vous avez bien voulu accepter. Alors que dire? J'ai fait toute ma carrière dans les centres sociaux, les maisons des jeunes et de la culture, et puis après l'agence de cohésion sociale. Et bien, pour dire simplement que les quartiers populaires, eh bien, ils sont traversés comme toute la France. Il y a deux France. Il y a celle qui réussit, qui s'émancipe, qui avance, qui progresse, et c'est celle des success stories que nous voyons aujourd'hui. Et puis il y a celle qui doute, qui désespère et qui ne veut plus s'affilier et qui finalement va peut-être faire imploser notre République. Alors il faut marcher des deux pieds, il faut prendre à bout de bras ces deux questions. Alors moi je vais envie de vous dire par rapport à la politique de la ville que j'ai vue depuis maintenant 20 ans, on a dit qu'il fallait beaucoup d'argent. Oui, certes, il faut beaucoup d'argent. On a dit qu'il faut changer le cadre social. Oui, on a changé le cadre social. Mais sait-on occuper des humains? A-t-on réconcilié l'urbain et l'humain? Et c'est ça aujourd'hui qui pose défaut. Vous savez, beaucoup de jeunes dans ces quartiers de famille, ce qu'ils vous disent, c'est qu'ils n'ont bien sûr besoin de moyens, mais ils ont besoin de dignité. Ils ont besoin de reconnaissance. On l'a vu avec l'affaire Théo qui a beaucoup choqué. Aujourd'hui, ce qu'ils veulent, c'est le droit à l'indifférence. Vous l'avez décrit, c'est pour ça qu'ils vous rejoignent. C'est qu'en effet, on ne puisse pas être assigné à résidence ou à résidence identitaire, mais qu'ils soient jugés sur leurs compétences, sur leurs talents, sur leurs mérites. Mais en contrepartie, on leur dit bien sûr l'indifférence. Et c'est la lutte contre la discrimination. Et à mon avis, il va falloir donner un coup d'accélérateur. Mais l'indifférence, c'est aussi, et c'est important que ce ne soit pas la contrepartie, finalement, du reniement. Beaucoup dans ces quartiers sont attachés à leur histoire. Ils sont attachés, bien sûr, à leur territoire, mais ils sont attachés à leur mémoire. Vous l'avez évoqué quand vous êtes allé en Algérie. La mémoire, c'est ce qui permet de prendre racine et de finalement appartenir à quelque chose de plus collectif. Et donc cette question, elle est éminemment culturelle. Et aujourd'hui, retrouver la confiance, c'est aussi apaiser des mémoires qui sont parfois très vives. Et donc, je voudrais que vous entendre sur la question culturelle, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, dans ces quartiers, il y a des talents, il y a des gens qui créent ce qu'on appelle la culture populaire, en cinéma, dans les arts plastiques, dans la vidéo, mais aussi dans quelque chose aujourd'hui qui relève presque des arts traditionnels. Et malheureusement, aujourd'hui, dans des périodes de crise où le sentiment d'appartenance n'existe pas, eh ben c'est la culture qui souffre en premier, parce que savez-vous que dans les budgets qui sont d'abord avec des désengagements de plus de 30%, c'est d'abord la culture qui apparaît comme un supplément d'âme. Et je vous rappelle simplement que les intégristes, quand ils se sont attaqués à notre mode de vie, et surtout, quand ils ont voulu montrer leurs différences, c'est à Palmyre qu'ils sont allés, et c'est cette mémoire-là qu'ils ont massacrée. Donc, sur la culture, dans les quartiers populaires, et que cette culture représente la culture commune. Merci Fadela. Merci beaucoup Fadela. Alors, Yacine, et ensuite, monsieur. Bonsoir. Je m'appelle Yacine Bellatar, je suis pas en marche, parce que je suis feignant. Je suis humoriste, je connais la plupart d'entre vous et je suis ravi de voir qu'on a réussi pour une fois en 40 ans d'histoire à se mettre quasiment tous ensemble dans une même salle, ce qui est du domaine du privilège pour vous, Emmanuel. J'ai eu une vraie interrogation, j'ai commencé ma carrière il y a maintenant 15 ans et avec beaucoup d'entre vous, on s'est retrouvés dans une séquence tragique qui a été celle des émeutes, qui était populaire, je le rappelle, et non pas religieuse. Et la vraie question, c'est que je pense, Emmanuel, que cette élection ne vous appartient plus, car la vraie question pour les gens issus de ces quartiers-là, c'est de savoir, pas comment vous pouvez nous aider, mais plutôt comment on peut nous vous aider, et d'inverser ce prisme qui est celui toujours d'attendre. Et il faut faire, je pense, et nous avons un projet commun qui est celui d'être français à part entière. J'ai été souvent qualifié d'autre chose, puisque mon grand-père était tirailleur, mon père était ouvrier, j'ai été banlieusard et dorénavant je suis musulman. Je n'ai jamais été français dans les qualificatifs.
Je pense qu'une nouvelle France est née. Elle est née à travers nos enfants. Et pour la plupart des gens d'origine étrangère, nous sommes dans un étau républicain, celui de nos parents qui ne peuvent pas voter et celui de nos enfants qui nous regardent ce que nous allons faire. Donc dorénavant, nous ne pouvons plus être égoïstes pour la plupart d'entre nous. Donc je n'ai pas de questions à poser. J'ai plus une réalité. Je pense qu'il n'y a pas plus frontiste que les gens de banlieue, car il suffit de mal parler à quelqu'un de son département pour qu'il vous saute à la gorge, n'est-ce pas? Et surtout de me rendre compte que le Front National n'est pas juste le problème. Je parle aussi aux journalistes ici présents, qui sont tous là en train de me filmer depuis tout à l'heure et de nous filmer. Les journalistes font partie de l'équation du vivre ensemble, car vous êtes celles et ceux qui la démontrent tous les jours dans la presse. Et si aujourd'hui, nous devons porter la responsabilité d'une réputation qui n'est pas la nôtre, c'est parce que vous venez quand ça chauffe, pas quand c'est normal. Et donc, juste préciser quelque chose, Emmanuel, c'est juste préciser quelque chose. Je pense que cette élection n'est pas celle de l'assimilation, ce qui élimine beaucoup de candidats malheureusement. Je pense que nous aurons gagné parce que c'est l'élection de la banalisation et que j'espère que dans 5 ans, quand on se réunira, il n'y aura plus de banlieusards ou de France compartimentée, mais juste un meeting avec des Français. Bonne soirée. Bonjour Monsieur Macron, merci d'être venu. Donc, je voulais vous dire que moi, ça ne m'a pas dérangé que vous n'ayez pas de programme tout de suite, parce que ce que j'ai apprécié d'abord, c'était votre parcours, c'était l'homme. Et c'est rare en politique, mais vous êtes un des rares qui, pour moi, a travaillé avant de se lancer. Donc vous avez plus de légitimité à pouvoir nous parler, à nous les jeunes, et à nous qui sommes dans la vie active, que les autres hommes politiques. Donc c'est vraiment votre parcours qui m'a fait apprécier le mouvement. Et puis dans le programme, donc, ce que vous faites pour les entrepreneurs, moi j'en suis une. Et nous pousser à nous lancer. Parce que, mine de rien, on en a tous envie en banlieue, c'est vrai, mais c'est une chose d'en avoir envie, c'en est une autre de le faire. Et en facilitant les formalités, tout ce que vous faites en fait pour les entrepreneurs, ça permet de vraiment concrétiser, visualiser la chose et de se dire on peut y arriver. Oui. Maintenant, on parlait de discrimination et d'éducation tout à l'heure. Pour mon parcours personnel, j'ai envie de parler d'orientation. Parce que vous avez parlé dans votre programme des prérequis qu'on doit avoir en sortant, en arrivant par exemple dans les cours élémentaires. Mais je pense aussi qu'il y a un moment où il y a une fracture, notamment pour ma part, ça a été au collège, où j'étais une des rares, après la 3e, à pouvoir avoir accès dans ma classe, j'ai grandi à Saint-Ouen, à une filière générale, à une seconde générale. En plus, c'était tombé, dans ma 3e, c'était tombé pendant la grève des établissements scolaires sous Claude Allègre. Donc on a eu 2 mois sans cours, oui. Et donc voilà, l'orientation, c'est le problème d'orientation parce qu'on a été un peu orienté comme ça à tout va. J'ai été une des rares à me battre avec 3-4 de mes camarades pour arriver justement dans une filière générale. Et c'est là où en fait je me demande si dans votre programme vous pouvez aussi identifier le point de fracture au-delà des prérequis, mais le moment où il y a une fracture, parce que c'est à partir de là où justement on commence à être orienté et à voir ce qu'on veut faire. Voilà. Une très bonne question. Alors, on va arrêter les questions. Je sais que vous allez être déçus. On va prendre monsieur qui, depuis tout à l'heure, attend sagement. Donc, je vous laisse venir. On va prendre une élève après, une élève qui prépare... elle vous parlera de son parcours. Et je pense qu'Emmanuel, on lui donnera la parole pour répondre un petit peu sur l'ensemble des interventions très riches de ce soir. Je vous remercie. Bonsoir. Alors, tout d'abord, je voulais vous souhaiter bienvenue chez nous, parce que moi, j'ai grandi à 3 km d'ici, et je suis aujourd'hui professeur de chirurgie urologique. On en parlera à la fin. Je vais essayer d'être aussi synthétique que les précédents, mais peut-être un peu plus. Donc, simplement, ce que je vais vous dire, c'est qu'il y a trois sujets, très rapidement, 3 sujets que je vais aborder. Le premier, c'est celui du communautarisme. Alors, le communautarisme, en France, quand on parle de communautarisme, automatiquement, on parle des minorités. Qui a dit que les communautarismes étaient liés à la taille du groupe? Le communautarisme qui marche le mieux en France, c'est celui de la majorité. C'est-à-dire qu'en fait, à partir du moment où vous êtes 98% d'une population
et que vous excluez les 2%, vous êtes communautariste, même si vous êtes 90%. Et moi, je pense qu'il faudrait vraiment qu'on exclue toutes les formes de communautarisme, celle des minorités, mais celle aussi de la majorité. La deuxième chose qui est importante, c'est... alors, évidemment, je pense qu'il y a peu de doute. En tous les cas, c'est tout le mal que je vous souhaite, c'est que vous soyez élu président, parce que si tout s'est fait dans l'ordre, théoriquement, vous aboutirez à ça. Mais tout le monde se pose la question de savoir quand même comment vous allez gouverner. Et là, je vais vous parler du sujet qui m'intéresse, c'est celui de la représentativité politique. C'est un vrai problème dans ce pays. Et si vous, aujourd'hui, vous êtes plébiscité, c'est parce que vous êtes jeune, manifestement beau, d'après ce que j'ai compris, et que vous êtes neuf. Et donc, quand on voit certains ralliements qui vous suivent, je vais parler, par exemple, on va aller de U à Madelin, bon, il y a un problème il y a un problème de cohésion politique, mais il y a aussi un problème générationnel. C'est-à-dire que les Français ne veulent plus de cette génération d'hommes politiques. Et je dis bien d'hommes. Et donc, il vous faut une majorité qui vous ressemble. C'est-à-dire qu'ils soient jeunes et neuves. D'accord ? Ça ne veut pas dire masculine et blanche, si elle vous ressemble. On est d'accord ? Et donc, partant de là, oui, je suis désolé d'être un peu direct, mais on n'a pas beaucoup de temps. Et donc, partant de là... Je vais faire très court. Donc, ce qu'il faudrait effectivement, c'est que vous ayez le courage. Et je pense que le courage, vous l'avez montré à plusieurs reprises. En Algérie, quand vous avez parlé de la manif, etc., vous êtes un homme courageux. Et de ce point de vue-là, je pense qu'il va falloir avoir le courage d'écarter toute cette génération d'hommes politiques et de femmes politiques qui n'ont pas réussi à répondre aux aspirations des Français, d'une part, et en même temps, qui aujourd'hui ne veulent pas quitter leur place. Et je terminerai avec cette citation, comme je suis urologue de formation, je vais terminer avec cette citation de Chirac. Donc Chirac disait, enfin c'est une citation qu'on lui prête, il disait, en France on s'est greffé des reins, on s'est greffé des cœurs, mais on ne s'est pas greffé des... D'accord. Et je voulais la question, elle est là, c'est que est-ce que vous serez greffé des... Merci beaucoup. Alors, on va prendre encore une question, mais je vais garder le micro. Mademoiselle ? Bonsoir à tous. Non, je vais garder le micro. Ok, super. Merci. La question, tu te présentes. Bonsoir à tous. D'abord, pardonnez mon éloquence. Par mon jeune âge, je ne suis pas habituée à parler face à une si grande assemblée. Donc, je m'appelle Manel, je suis lycéenne. J'habite à Dreux, donc c'est dans le 28, c'est assez loin de Paris. D'abord, je tenais à dire que je me reconnaissais totalement dans la nature de ce débat, qui est de mettre en lumière les réussites de quartiers populaires. J'ai moi-même bénéficié d'un exemple, celui de ma tante, ici présente. Et je prépare actuellement mon entrée à Sciences Po Paris. Il me reste l'oral d'admission à affronter au mois de mai. Et c'est grâce... Du coup, c'est aussi grâce à toutes ces réussites qui sont là que j'ai été motivée pour tenter cette préparation au concours par la CEP et par les ZEP. Et du coup, l'objet de ma question, Monsieur Macron, c'est, j'imagine que si votre démarche est de vous inspirer de toutes ces réussites autour de vous, d'ailleurs, je vous remercie à tous d'être présents ici, car vous êtes vraiment un exemple de réussite et d'inspiration pour les jeunes de quartiers défavorisés, et plus généralement pour les jeunes de France. Donc j'aimerais savoir si pour créer ce nouvel élan et cette nouvelle jeunesse qui tient à réussir, quel sera votre axe de travail? Merci. Merci. Alors, une question. Vous pouvez me l'arracher si vous voulez. Ok, bon, je me présente ou pas? Je peux? Ah bon? D'accord, bon. Bon, je vais vous poser une question, du coup, on n'a pas beaucoup de temps. Sur la question de la représentativité de vos équipes, aujourd'hui, il y a quelque chose qui s'appelle la schlagomisation de la diversité, et on prend n'importe qui veut bien dire les choses qu'on a envie d'entendre, et on les met dans son équipe. Est-ce que vous êtes conscient aujourd'hui qu'on est dans une génération d'enfants d'immigrés qui avons réussi à atteindre certains postes dans les entreprises, mais qui avons surtout aussi appris de l'histoire des quartiers populaires, de l'histoire des luttes civiques en France, etc., et qu'on est aujourd'hui capable de voir qui fait de la récupération et qui n'en fait pas. Et je voulais vous dire que c'était le cas,
qu'on est aujourd'hui une génération qui savons reconnaître ce genre de choses et qui ne l'acceptons pas, et que vous pouvez avoir le meilleur programme du monde, si vous nous prenez pour des imbéciles, ça ne va pas le faire. Et du coup, je voulais savoir si vous étiez conscient de ça et vous dire que c'est un point d'honneur. Moi, je suis présidente d'une asso qui s'appelle Get Up et qui travaille à la démocratisation de l'éducation populaire. Et on travaille sur ces questions politiques-là. Et du coup, je passe ce message-là de la part des bénévoles et des bénéficiaires de l'association. Nous ne sommes plus dupes de ce genre de choses et nous ne voulons pas de Chalgoumi. S'il vous plaît, non. Bravo, bravo, très bien. On va demander à Emmanuel de répondre peut-être. J'avais pas cette intention, mais pourquoi tant de haine? Alors, non, il y a un point commun quand même à tout ce qui a été dit depuis le début. Alors oui, à la question sur le name and shame, y compris sur les discriminations, il y a un point commun qui est ce que beaucoup d'entre vous ont pu dire du rôle que quelqu'un peut jouer, un enseignant, le tuteur du service civique, un proche, un modèle. C'est ce que vous avez dit, ce que, je ne sais pas où est notre ami du 92, que j'avais croisé à Strasbourg quand il faisait son service civique, parce que je l'ai reconnu, mais c'était la même chose, qui dit en fait, ce qu'il reconnaît dans le service civique, c'est qu'il a eu un tuteur qui lui a dit « tu peux faire ça ». À la fin, ce n'est pas si compliqué. Qu'est-ce qui fait que la République s'est constituée en France? C'est l'école et ce qu'on a appelé les hussards de la République. Moi, je ne viens pas des quartiers, mais ma famille, elle vient justement d'un coin où ma grand-mère, personne dans sa famille savait lire. J'ai été élevé avec cette histoire. Il y a un type un jour qui lui a dit « tu pourrais ouvrir ce livre, tu as le droit d'aller faire tes études à Toulouse », et puis c'est parti. Voyager, etc. Et moi, je suis là devant vous aujourd'hui. Je ne suis pas né ni dans la banque d'affaires, ni dans le monde politique, ni dans la haute fonction publique, ou que sais-je. Mais il y a quelqu'un qui a joué ce rôle. C'est le rôle que jouaient les instituteurs de la République française. Et aujourd'hui, on les a beaucoup dévalorisés. On est face à un afflux, il y a beaucoup plus de monde que jadis. Et on le voit bien, c'est d'ailleurs pour ça que je me bats pour réduire le nombre d'élèves par classe. C'est beaucoup plus dur pour un instituteur, que ce soit dans les quartiers ou dans la ruralité, pour jouer ce rôle et aller repérer le talent. Ils le font encore, par vocation, parfois parce qu'ils arrivent par discipline à en repérer un ou deux. Mais la vraie question, c'est qui, à un moment donné, va ouvrir la fenêtre et dire aux jeunes « ce truc-là ne t'est pas interdit », va justement l'aider à se repérer et à avoir une orientation, va lui dire « tu devrais faire ça, au fond, ce dont tu as vraiment envie, c'est telle ou telle chose », et le guider. Et ça, c'est de l'informel. Et donc, moi, la réponse que je peux apporter à ça, c'est de réduire le nombre d'élèves par classe pour les savoirs fondamentaux, ce qu'on évoquait. C'est après de valoriser tout cela, mais c'est que chacune et chacun dans la société ait conscience que c'est sa part de rôle. On a tous une part, c'est un peu ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a chacun quelque chose à faire, là aujourd'hui pour l'élection, mais en général, si on veut changer les choses, dans les quartiers et ailleurs, il y a un aspect culturel, mais sur le fond de l'affaire, on est tous co-responsables de cette situation un peu. Moi, je compte m'y engager à plein, parce que je n'aime pas les injustices, parce que je crois dans le projet de mobilité, parce que je pense que c'est une des conditions de la réussite du pays, même en étant très pragmatique. Parce que le pays ne se fera pas contre des millions de gens qu'on laisse à la porte, en effet, dans leurs différences ou autres, en disant « le problème vient de là, je les désigne ». Mais ce que je veux que vous compreniez, c'est que après on peut mettre en place des instruments, mais chacune et chacun a cette part de responsabilité. Il n'y avait pas un décret, une loi qui expliquait aux instituteurs du début du siècle précédent qu'il fallait qu'ils s'occupent individuellement des gens. C'était la morale républicaine. Ils l'avaient dans la tête. Et nous, on doit retrouver un peu ces vertus passées, si je puis dire, collectivement. Et il y a de l'exemplarité ici, parce que beaucoup d'entre vous, vous êtes impliqués, d'abord pour certains dans des mouvements politiques que je connais bien, pour d'autres dans des associations, mais c'est ça qui peut nous en sortir. C'est de redonner du sel à une forme d'engagement qui est parfois un geste, donner à un jeune une ouverture. Et donc après, moi je veux remettre de l'orientation à la fin du collège et tout au long du lycée, en ayant des temps tous les trimestres,
où on met à la fois les entreprises et le post-bac pour donner des ouvertures expliquées. Pourquoi? Parce que sinon, c'est là que le plafond de verre ou les blocages se recréent. Quand les parents, en effet, n'ont pas eu de carrière ou fait des choses formidables, même pour un môme qui réussit bien, les parents disent « non, ça, c'est pas fait pour toi. Je vais t'expliquer, ça, oublie tout de suite, c'était pour les autres. » On recrée, on reproduit des schémas. Donc, ça ne marche que s'il y a des gens de l'extérieur qui viennent expliquer. Et donc, il faut rouvrir l'école. Ça, c'est l'orientation. Et le faire aussi à la fin du secondaire, et donc au moment du bac, mais dès la seconde, avec des éléments de transparence. C'est pour ça que je veux qu'on dise, dans les filières universitaires, les débouchés que ça a en termes de diplôme et professionnels. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, quand on est rencardé, quand on a un réseau, ce que vous disiez très justement pour les stages, on va dans les bonnes formations. Si sa famille n'aide pas à se repérer dans ce maquis, on va se mettre dans des formations qui sont parfois sans débouché, qui ne donnent pas de perspective. Et donc, on recrée aussi plus d'égalité par ce biais. Sur le service civique, moi, j'y suis très favorable. Je souhaite qu'on continue à le développer sur une base volontaire. Voilà, je vais chercher. J'y suis extrêmement favorable. Alors, j'y suis favorable en travaillant avec les associations. Parce que le service civique, ça marche grâce à Unicité en particulier ou des assos de ce genre. Vous étiez avec eux, je me souviens, donc à Strasbourg. La FEB, exactement. Mais il ne faut pas envoyer les jeunes comme ça, perdus au milieu de nulle part, parce que c'est le tuteur qui gère tout, qui déclenche quelque chose. Mais c'est en effet ça, l'apprentissage et les contrats d'alternance. Il faut multiplier les voies, ce que tu fais, qui permettent à un jeune de sortir des sentiers battus et de dire quand le système académique n'a pas réussi à lui ouvrir une fenêtre, il faut qu'il y ait d'autres occasions. Donc moi, je suis pour le développer. Et en parallèle, comme je l'ai dit, je suis pour un service national universel d'1 mois. Ça n'a rien à voir avec le service civique, ça n'a pas la même fonction. Mais ça, c'est un creuset, en quelque sorte, national, où il y a un brassage. Et ça, moi, je pense que pour les quartiers, pour la ruralité, pour tout le monde, pour les gens des beaux quartiers et autres, le service national universel d'1 mois, c'est hyper important. Parce que ça mélangera tout le monde pendant 1 mois, le temps des classes, avant, comme ça existait, et ça va aussi recréer de la conscience et du commun qui a largement disparu. Sur le sujet de la culture, je l'ai dit et j'ai ouvert ce biais-là, on n'arrivera pas à aller au bout de ce déblocage qu'on doit faire. François était avec moi en Algérie quand j'en ai parlé. La polémique qu'il y a eu sur la colonisation, elle en dit beaucoup plus long sur les traumatismes du pays que sur ce que j'ai dit. Hein. Parce que moi, je l'avais déjà dit plusieurs fois. Je l'ai redit dans une interview, je disais, moi, je suis là pour parler d'avenir, construire un pacte d'avenir. J'ai complètement foiré de ce point de vue-là, parce qu'on n'a reparlé que du passé. Mais c'était pour dire, il faut qu'on sorte par le haut de cette histoire qui a, honnêtement, plus de 60 ans. C'est ridicule, cette affaire. Mais il y a un travail. Mais pourquoi? Parce qu'il y a du refoulé. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui culturellement? Essentiellement avec les enfants issus, justement, d'Algérie, de Tunisie, du Maroc principalement. Et y compris d'ailleurs, vous l'avez dit très joliment tout à l'heure en parlant de l'Afrique, de l'extrême ouest, c'est-à-dire on a aussi ça dans les dom-toms, c'est qu'on a eu du refoulé. C'est que pendant des décennies, on a décidé qu'on n'en parlerait pas. Et qu'il y a une partie du peuple français qui s'est construit dans la haine de la République, se considérant trahi, les pieds noirs, qui eux disent « détestent le général de Gaulle » et me mettent maintenant dans cette catégorie en disant « c'est les pires, ils nous ont trahis ». Les harkis ont construit eux-mêmes leurs propres références et leurs propres traumatismes. Et il y a tous les binationaux et les enfants issus de l'immigration qui sont restés dans cette mémoire blessée. Et donc on a des mémoires blessées qui restent du coup complètement assignées à leurs différences et on n'arrive pas à construire quelque chose de commun. Donc pardon de vous le dire, mais maintenant c'est vital pour nous. Donc moi je suis très heureux d'avoir ouvert ce sujet, je l'assume totalement. Parce que c'est vital. Parce que si on ne va pas de l'avant et qu'on reste en chien de faïence, c'est fini. Parce qu'on est là, qu'on partage le même territoire, qu'on a les mêmes droits, les mêmes intérêts. Et que si on n'arrive pas à dire on construit quelque chose de commun, il y a eu des mémoires blessées, il y a eu des traumatismes, il y a eu des trahisons de toutes parts. Et il y a des gens qui ne peuvent pas réconcilier cette part de l'histoire, mais je la reconnais dans cette différence. Mais à la fin des fins, c'est ce qu'on veut faire de ce pays. Et on le voit bien. Aujourd'hui, il y a 2 offres qui s'opposent. La nôtre et celle de Marine Le Pen, vous l'avez dit. Elle joue de ça. Elle joue des peurs et elle joue de ces fractures. Si ces fractures, on arrive à les réduire, comme on dirait en chirurgie, eh bien oui, on peut redresser le pays. Parce que des gens qui ont
qui n'avaient rien à voir, qui étaient très différents, qui viennent de familles qui parfois s'étaient opposées, se disent « on veut construire ensemble ». Ce n'est pas de l'assimilation, c'est ça la vraie intégration. C'est ça l'histoire de la République. Moi, j'ai dit, la France, ce n'est pas une identité, ce n'est pas une idée. La France, c'est un projet. Et ça s'est toujours construit comme un projet. Et aujourd'hui, parce qu'il n'y a plus vraiment de projet, que les gens doutent, sont laissés au milieu, eh bien, on se replie sur des identités fantasmées ou sur des mémoires séparées. Et donc, la culture française, on m'a fait aussi là beaucoup de polémiques, c'est un fleuve, mais il a énormément d'affluents. Et il faut que chacun des affluents soit reconnu dans sa diversité, mais dans ce qui porte de la culture française aussi. Ne jamais le laisser dans sa différence, mais ne jamais non plus assigner quelqu'un dans sa différence. Moi, je déteste l'approche des cultures en France, qui consiste à dire, toi, tu sais, tu es formidable. Tu viens de où? Du Mali. Tu vas faire du djembé, tu vas voir, c'est une très belle musique et elle est faite pour toi. Ça existe aussi dans notre pays. C'est fini, ce truc-là. Quelqu'un qui vient du Mali, qui vient d'Algérie, qui vient de que sais-je, il doit avoir accès aux plus beaux textes de la littérature française. Et c'est aussi odieux l'assignation à sa propre culture que celui ou celle qui lui dit « toi, tu n'as pas droit de rentrer chez moi ». Eh bien, si on retrouve la capacité à vraiment construire un projet, à vraiment aller de l'avant et le porter de manière polyphonique. C'est pour ça que moi je dis, En Marche, c'est un mouvement, il y a des tas de gens qui ne sont pas d'accord. J'en suis très fier. Moi, je ne suis pas comme les autres partis à dire il y a des couacs ou des trucs. Mais c'est une polyphonie. Et je ne demande pas qu'elle soit harmonique. Et simplement, les gens ont envie de faire de la musique ensemble. Et les grandes valeurs cardinales, ils les partagent. Et bien, si on retrouve un projet, ce goût d'une culture, on peut avancer. Et je finirai du coup sur la représentativité. Donc tout ça, c'est le projet que je veux faire et c'est comme ça qu'on désenclave. Sur la représentativité, c'est la clé. Alors la greffe, on va la faire ensemble. Je pense que vous êtes plusieurs à en être dotés, quel que soit votre sexe, parce que sinon vous ne seriez pas là. Mais pour aller au bout de ce pari, il faut porter le discours. Il faut l'assumer face au discours de haine. Mais il faut en effet qu'on soit plusieurs à le porter. Et donc qu'on fasse émerger des talents, des figures. Moi, je ne cherche pas, pour reprendre la dernière question, des figures prétextes. Je vous rassure, je n'ai pas besoin, je ne cherche pas à organiser un zoo. Donc vous n'êtes pas là dans une exhibition et autres. Et demain, je n'ai pas besoin de gens qu'on va agiter en disant « formidable, regardez, j'aime la diversité ». Ça, c'est terminé, parce que vous l'avez dit, d'abord, ça ne trompe personne. Et on n'a plus besoin de pittoresque. Qu'on le veuille ou non, de toute façon, il y a un tiers de l'Assemblée qui n'est pas renouvelable, au moins, avec les règles de non-cumul. Moi, je l'ai dit, j'aurai la moitié des nouveaux. C'est-à-dire, la moitié des députés que je vais faire émerger, ce seront des nouveaux visages. Au moins. Mais je l'ai dit depuis le début, personne ne m'écoute. Et donc, il y a aujourd'hui 13 000 candidatures. Il y en a plein qui viennent de la diversité, comme on dit. Je déteste ce mot aussi, parce qu'on ne vient pas d'une essence commune, mais il y a des nouveaux visages. Il y a des femmes et des hommes qui sont issus de familles immigrées ou qui sont là depuis très longtemps. Il y a toutes les couleurs de peau dans ces candidatures qui représentent la France. Et donc l'un des critères qu'on a donné à la Commission, c'est ça. Donc ce ne seront pas des prétextes parce que ce ne sont pas des gens connus. Parce que ce ne sont pas des gens qui, en quelque sorte, qu'on vient chercher pour ce qu'elles représentent, mais pour leur engagement, leur capacité à faire, et qui ont la probité, le professionnalisme, la volonté de s'engager, et qui seront sélectionnés. Il y a une commission nationale d'investiture qui est présidée par Delevoye, qui reçoit tout ça. Moi, j'ai donné des critères, la parité, la mixité, la probité, l'adhésion au projet, la capacité à justement représenter celui-ci et à la fois le pluralisme politique et le renouvellement. Et sur cette base-là, ils vont proposer 577 candidats. Alors, la compétence, c'est cette commission qui en est en charge. Ça veut dire avoir des gens qui ont, parce que pour certains, ils seront auditionnés, soit l'expérience déjà de terrain, soit la capacité et le charisme pour pouvoir faire une législative. Je vous le dis très franchement, si vous arrivez, parce qu'il y a plein de gens qui veulent et qui pensent que c'est très facile. Voilà, non, mais je dis ça. Eh bien, quelqu'un qui a réussi, qui a monté sa boîte, une association, etc., et qui a réussi dans un champ qui n'est pas le champ politique, il a la compétence. Quelqu'un qui est professeur depuis 10 ans, il a la compétence. Et après,
cette commission d'investiture, elle regarde aussi s'il a du rayonnement dans la circonscription où il se présente. Vous voyez, si c'est quelqu'un qui a une capacité d'entraînement. Alors, l'indicateur... Pardon, qu'est-ce qu'il y a? Ah, pardon. Non, il demandait l'indicateur. Il n'y a pas un indicateur objectif, c'est impossible. Cette commission, elle va sélectionner... Elle est en train, elle l'a déjà même fait sur beaucoup de circonscriptions, elle sélectionne des talents. Parfois, il y en a un qui s'impose. Et ensuite, elle va auditionner les gens. Et c'est comme un entretien d'embauche. Elle va regarder aussi la capacité d'entraînement. Tout n'est pas objectif. Mais ça, c'est ce qu'on est en train de faire dans la société. Aujourd'hui, la vraie difficulté, c'est que dans le champ politique, vous n'en avez pas. Vous en avez très peu. Donc, mais non, mais attendez, parce qu'on ne les fait pas émerger. Donc tout le travail qu'on est en train de faire, d'abord, on l'a fait, nous, par les référents. Les référents départementaux, tout ce qui a été fait, ce que tu représentes, c'est ça. Ce que vous représentez tous les deux. On a fait émerger des référents départementaux, nous, d'abord, qui sont des nouveaux visages et qui montrent autre chose, qui d'ailleurs font venir d'autres personnes à la politique. Ensuite, là, cette sélection, la commission, c'est ce qu'elle fait, ces 9 membres. Ils vont faire émerger et ils vont investir aux législatives des femmes et des hommes qui vont permettre de faire ça. Il y aura des échecs, mais il y aura des réussites formidables. Et c'est ça qui va permettre d'en entraîner d'autres. Et donc, pour moi, c'est cette première génération qu'on fait émerger. Alors, personne n'y croit. Moi, je m'en fiche totalement, puisque les mêmes ne croyaient pas qu'on serait là aujourd'hui. François Fillon, il dit c'est des députés Internet. Mais voilà. Donc, il y a des gens donc, comme vous, il y a peut-être d'ailleurs parmi vous des gens qui ont candidaté, qui seront sélectionnés et qui porteront justement ce projet. Donc moi, je ne cherche pas du tout des prétextes, je veux qu'on fasse émerger cette nouvelle génération. Et cette nouvelle génération, alors je ne sais pas si c'est le mot de banalisation que je reprendrai, mais c'est celle d'une vraie vitalité de la société. Et moi, je ne cherche pas à la banalisation parce que je n'ai pas envie qu'on se ressemble. Je vous le dis très franchement. Parce que ce genre de réunion, je ne le fais pas dans les quartiers où les gens me ressemblent. Parce que je sais assez bien ce qu'ils vont me dire. Je suis assez sincère. De la même façon que quand j'ai une approche sur la parité, je dis très souvent aux femmes, je promets, je ne vous demande pas de devenir des hommes. Ça, c'est la banalisation. Parce qu'il n'y aurait rien de plus terrible pour vous, et réciproquement. Et en politique, c'est souvent comme ça que ça s'est passé. Donc en politique, il y a eu le noir ou le beurre de service, le genre de quartier de service, et il finit par ressembler aux autres. Il est même parfois pire. Les femmes, c'est pareil souvent en politique. On demande aux femmes politiques de ressembler aux hommes, elles deviennent plus masculines que les hommes pour une grande majorité. Si on veut vraiment avoir une transformation de la société, il faut que l'émergence de cette diversité qu'est la société française, elle reste dans la vibrance de cette diversité, c'est-à-dire avec de la vitalité, avec de la conflictualité qu'on va mettre dans le Parlement, avec des gens qui ne seront pas d'accord, qui diront « vous ne savez pas comment ça se passe, voilà quelle est mon histoire ». Et donc, c'est ça ce qu'il faut faire. Alors après, on verra. Moi, je pense que la société y est prête. Et je pense que c'est le seul moyen de sortir du discours de haine. Donc, ce n'est pas totalement la banalisation, parce que si j'étais cynique, ce que cette campagne a donné, malheureusement, c'est la banalisation du Front National. Le seul truc que cette campagne a apporté, aujourd'hui, c'est pour ça qu'il faut se battre jusqu'à la dernière seconde, c'est que le Front National est invité à tous les débats de manière normale, là où il y a 15 ans, Jacques Chirac refusait de débattre avec, c'est que dans toutes les tribunes, elle arrive, ça semble normal à tout le monde. On a passé un cap. Donc, le seul moyen, moi je pense que le Front National, si nous gagnons, nous, parce qu'on n'a fait aucune concession depuis le début, on défend l'Europe, on défend la diversité, on a un discours sur la culture et l'ouverture qui est cohérent, qui est l'exact contraire d'eux. Nous sommes les vrais patriotes. Et je le redirai samedi à Marseille, nous on est les patriotes, eux c'est les nationalistes. Eh bien je pense que si nous on gagne, ils s'effondreront le jour d'après. J'en ai aucun doute. Donc voilà, j'ai essayé de répondre à vos questions. Je voulais en tout cas, avant qu'on prenne un pot, moi vous remercier, vous dire que ne changez pas. Non mais c'est vrai, ne changez pas, ne perdez ni vos indignations, ni même certains de vos complexes. Parce que les complexes sont une richesse. Cherchez les plafonds de verre, mais ne vous y arrêtez pas. Cassez-les.
Ne cherchez pas à ressembler à l'idée d'un modèle qui ne vous ressemblerait pas. Mais considérez que dans cette République, il y a une part qui est à vous. Elle est à conquérir. Et moi, je vous aiderai pour le faire. Mais qu'en même temps, vous avez une part de responsabilité pour la transformer. Et ça, ne l'oubliez jamais. Il n'y a pas de dû. Il n'y a que des devoirs réciproques. Et donc, moi, je pense que si, dans les prochaines années, on réussit ce défi, ce pays a tout pour réussir formidablement dans le siècle qui vient. Et ça se passera aussi ici. Ça se passera dans tous les territoires de la République. Donc moi, je compte sur vous, mais vous pouvez, vous l'avez compris, pour les jours, les semaines, et j'espère les années qui viennent, compter très profondément sur moi.